Alors, vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, et j'ai toujours avec moi mon fidèle compagnon, Max, qui a l'air mélancolique aujourd'hui. Ah, la soirée a été longue, Mathieu. Ouais, je vois ça. J'étais allé à Arcade Montréal. Uh-huh. Un petit bar que les amateurs de podcast doivent connaître. Ça appartient c'est le propriétaire, c'est lui qui s'occupe du podcast le Rétro Nouveau. Ah, ok, oui. Et dans le fond, c'est ça, j'étais allé faire un tour pour la première fois à ce bar-là. J'étais intrigué parce que c'est ça, comme je te disais, en ronde, les arcades sont gratuits, tu payes juste un cover, puis il faut que tu consommes. Puis pour vrai, c'était super le fun. Il y a vraiment des machines vraiment cool, genre de Mortal Kombat, Street Fighter, tout ça. Puis, par exemple, je trouve qu'on fait le tour vite. Puis c'est pas full grand, fait que tu fais vraiment le tour vite. Mais j'ai vraiment passé un bon moment là, c'était le fun. Il n'y a pas beaucoup d'arcades, c'est ce que tu dis? Il y en a peut-être une vingtaine. Ah, quand même, c'est quand même bien. Ouais, c'est ça, mais souvent tu vas faire comme une partie de Mortal Kombat, tu n'en feras pas 15, tu vas en faire une ou deux, genre. Ouais. Puis je suis pas bon à ça contre le computer. Le computer me torche à chaque fois. Mais il y a quelque chose qui est cool, ils ont un écran géant. Genre, ils regardent des streams là-dessus, genre mettons de speedrunner ou qui font des compétitions. Puis t'as des consoles sur les côtés. Puis t'as comme un catalogue avec plein de jeux de 64, puis de GameCube, tout ça, puis t'es choisi, genre. Ah, c'est nice. Ça c'est cool dans ta barouette, là. Allez, tu veux encore plus le goût d'y aller? Oh ouais, c'est vraiment cool. Mais tu sais, genre, dis-toi pas que tu vas passer comme toute ta soirée, là. Tu vas passer comme 2 heures. Ah. Fait que c'est ça. Puis là, je suis fatigué parce que j'ai une grosse soirée par après. Ouais, l'alcool, le party, les clubs, les femmes. Ouais. Les hommes dans une chambre d'hôtel sombre. Mais genre, faut que je le compte, ok? Excuse-moi. Il est 4h20 du matin, puis je veux pas chauffer sous. Je suis pas à l'aise, je veux dormir quelque part. Puis c'était le plan établi, c'était ça. Mais là, les gars, ils tiraient ça, ils repoussaient ça. Puis là, à la fin, je crie, on va dormir où finalement? Ah, je sais pas là. Fait qu'on a appelé comme plusieurs hôtels. Puis finalement, on en a trouvé un à 4h30 du matin, justement. Puis c'est genre 2 lits, mais on est 3. Fait qu'il y en a un qui a dormi à terre. Ah ouais. Il a dormi à terre. Bref, excuse-moi. Ah, c'est correct. Cette semaine, on parle de la suite d'un film mythique. On parle de Blade Runner 2049. Ah, j'étais tellement chalé pour qu'on parle de ce film-là en plus. Ah oui. Et de Denis Villeneuve, un réalisateur québécois. On parle entre autres des Simpsons, de Westworld et de Deadpool. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. Et là, on commence chaque semaine avec ce qu'on a vu et écouté. Et traditionnellement, depuis une couple de semaines, on laisse Max commencer parce que Max n'a jamais de choses à parler. Alors, Max, est-ce que tu as vu quelque chose cette semaine? Oui, j'ai écouté la dernière production Netflix d'Adam Sandler. Ah! The Week Off. Hey! Et c'est un effet monumental. C'est épouvantable comment que c'est. Il y a une constante. À chaque fois que tu écoutes un film d'Adam Sandler, tu dis tout le temps que c'est un navet. Alors, le dernier à Chwazowski, quelque chose comme ça, c'était vraiment bon. Mais ça, The Week Off, c'est mon Dieu, c'était épouvantable comment c'est plate. C'est pas un film qui est particulièrement mauvais dans son exécution, mais c'est juste long, il se passe rien. C'est avec Chris Rock en plus. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme deux pères que leurs enfants vont se marier et puis ils veulent préparer une belle fin de semaine de mariage. Mais c'est tellement plate, il n'y a pas de gag, rien qui se passe, c'est juste un ennui. Tu sais, genre, vraiment là, tu passes pas un bon moment parce que tu t'emmerdes totalement. C'est juste ennuyant comme film, c'est épouvantablement ennuyant. Je te jure, je me rappelais même pas la dernière fois que j'écoutais un film, puis j'étais comme, c'est bien long, c'est bien plate. C'est juste plate. Ça donne que j'ai pas Netflix moi, mais j'ai des amis qui l'ont, puis j'ai eu une soirée de films chez eux vendredi, et on regardait une nouveauté de Netflix, on avait vu ce film-là, on avait regardé la bande-annonce, ça avait l'air correct, mais j'étais comme un autre film d'Adam Sandler, puis j'ai constaté un truc, tous les films qu'il fait maintenant, c'est tout les mêmes acteurs que dans ses films, ouais. Ils répètent le même casting à chaque fois. Ouais, puis ça retourne tout le temps sur le thème de la famille. Ouais. Ça aussi, ça revient beaucoup. La famille ou l'amitié, là. Puis... Ouais, c'est tout le temps... Sandler, faut que tu fasses de quoi, là. Mais là, il y a un gros contrat avec Netflix, tu vas avoir d'autres des films de même. Ouais, mais je trouve que ce premier film Netflix était, comment je pourrais dire, plus divertissant. Genre, j'ai l'impression de vraiment écouter des films d'Adam Sandler. Là, c'est juste... dull. C'est un film pas d'âme. C'est littéralement ça. Moi, je pense que le dernier film que j'ai vu d'Adam Sandler, c'est Le Cordonnier. Ouais, c'était ordinaire, ça aussi. C'était correct, mais la fin était vraiment surprenante, là. Ouais, c'est une belle fin.
Mais il me semble que c'est ça, c'est dans les films que j'ai vu. Ça fait un bout que j'ai pas écouté de film d'Adam Sandler. Je suis dû en fait. Je l'aimais beaucoup quand j'étais petit. Moi, Happy Gilmore, c'est un classique. Là. Moi, Happy Gilmore, Click, voyons. Les 50 premiers rendez-vous. 50 premiers rendez-vous, c'est un très bon film. Ah, c'est un très bon film. Pour vrai, j'aime vraiment beaucoup. Où avec son petit garçon, tu sais, il allait pisser sur des portes de l'église. Il élevait comme un garçon. Je pense que je me rappelle plus si c'était le sien. En tout cas, où il y avait Anger Management, qui a même été adapté en série après. C'était lui avec Jack Nicholson. Oui. Ah, ça, là, je l'ai vraiment écouté. Puis il y a une toune dans le film que je me rappelle par cœur quand ils sont sur le pont. Puis là, Jack Nicholson, il fait juste mettre les breaks. Il dit OK, là, tu vas ressortir ta rage. I feel so pretty, so pretty. Là, tu sors les deux sur le pont, puis ils se font envoyer chier. C'est une belle époque d'Adam Sandler qui est révolue. Il est plus dans son pic. Non, il est vraiment dans le beau. On espère qu'il va s'améliorer. Je sais qu'il a fait un film il y a pas longtemps qui avait été bien accueilli avec Ben Stiller. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Butchowski, quelque chose de même. Ouais. C'était vraiment bien pour vrai. Mais c'était vraiment un bon film. Ça, il avait été bien accueilli par la critique. C'était surprenant vu qu'il faisait une couple de films qui allaient pas bien. Puis là. Ouais, ben je pense que ce que j'ai compris, c'est qu'Adam Sandler a fait une demande dans son renouvellement de contrat pour Netflix. Puis c'était de justement avoir un film qui il faisait vraiment ce qu'il voulait, genre. Puis il a décidé de faire un drame. Mais probablement pour montrer qu'écoutez, il est capable de faire quelque chose, tu sais. Ouais. Ouais, fait que, bref, The Wake Off, c'est mauvais. Bon, d'accord. Alors, je vais aller avec ce que j'ai vu. J'en ai parlé la semaine passée, mais je venais d'à peine commencer la série. Je vais en reparler justement parce que j'ai quasiment fini la saison 1, il me manque un épisode. C'est la série Timeless, qui est disponible sur Netflix actuellement. Il y a une deuxième saison qui est commencée. Je l'écoute en français, pour préciser. Mais par contre, j'aurais voulu l'écouter en anglais. Je regrette un peu parce qu'il y a des passages dans la série où les personnages parlent en français. Je veux dire, dans notre langue à nous. Et donc, il y a une interaction comme ça. Puis j'aime ça voir ça, cette interaction-là. Bref, la série Timeless, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode la semaine passée, c'est une série où on suit un équipage de 3 personnes, un scientifique, une historienne et un soldat, qui doivent voyager à travers le temps pour sauver l'histoire des États-Unis d'un terroriste qui a volé un autre vaisseau et qui essaie de changer l'histoire, car il y aurait un complot à travers l'histoire des États-Unis qui ferait que tout est contrôlé. Donc, on suit cette équipe-là et c'est très intéressant parce que chaque épisode, on voyage dans une période précise de l'histoire. Exemple, l'épisode 2, c'est sur la mort d'Abraham Lincoln. Il y a un épisode sur Bonnie et Clyde, le couple qui s'amusait à faire des vols de banque. C'est vraiment très intéressant et le casting, je trouve qu'il est quasiment 5 étoiles. Tous les acteurs là-dedans sont très bons. Les 3 principales qui forment le trio, autant l'historienne que le scientifique que le soldat, les 3, ils se complètent très bien. Même le méchant, il a la gueule d'un méchant de base, mais il se développe vraiment. Il y a un bon développement autour du méchant. Souvent dans les séries, on développe pas beaucoup le méchant. Dans ce cas-ci, il y a une histoire assez profonde et assez complexe, puis on vient à comprendre ses motivations. Puis même des fois, on prend pour lui au lieu de prendre pour les gentils, parce qu'il y a tellement un débat autour de son point de vue, dans le sens que il croit comment je dirais ça, une morale vraiment. Moi, je la comprends parfaitement bien. Un peu comme un peu Thanos dans le dernier Avenger, il y a un peu ce côté-là qu'on peut aller chercher. Et pour ceux qui adorent autant les trucs historiques, autant les science-fiction ou le voyage dans le temps, c'est une série à découvrir. J'ai hâte de commencer la saison 2 parce qu'à la date, la saison 1 est juste à couper le souffle. Puis ils trouvent tout le temps un moyen de renouveler chaque épisode parce qu'on exploite tout le temps des nouveaux événements de l'histoire américaine. Puis l'histoire américaine est très riche en événements clés. Il y en a qui sont un peu moins connus, mais il y en a beaucoup de très connus. Comme je dis, la mort d'Abraham Lincoln, c'est très connu. C'est vraiment fou. Moi, j'ai adoré la série et j'ai hâte de continuer cette série-là. Je voulais vous en parler justement parce que j'ai quasiment fini la première saison. Je l'aurais fini si j'avais un peu plus de temps, mais je dois dire que ces temps-ci, je manque de temps pour écouter mes séries. Je suis en retard dans plusieurs de mes séries, entre autres Légion. Je n'ai pas pu commencer la saison 2 encore. Et, en fait, de continuer la saison 2, excusez-moi. Donc, ça, c'est un petit retard. Puis Westworld aussi, j'avais dit que j'allais continuer, mais j'ai manqué de temps pour Westworld. Bon, ben, je pense qu'il y a quoi, juste 2 épisodes de sortir là? Il y a un 3e épisode qui sort aujourd'hui, qui va sortir dimanche. Et donc là, oui, effectivement, j'étais en retard 2 épisodes, là, mais c'est pas si pire 2. Ça se rattrape, là. Toi, Ouais. t'as déjà écouté des séries. T'as déjà écouté Mentalist, je pense, 4 fois en une fin de semaine. J'ai écouté la série au complet en un mois, là. Oui, il faut que je la mette. Il y a juste cette saison, 22 épisodes par saison. Amateur. Amateur. Voyons, c'est rien ça. Ah non. J'ai fait pire avec Smallville. Il y a 10 saisons Smallville.
En plus, les 5 premières saisons sont plus ou moins moyennes. Là. T'es incroyable. Ah, je sais, j'ai un don. Mais je me suis calmé, j'ai remarqué que ces temps-ci, je commence à être essoufflé des séries TV, j'en écoute moins. Je prends un peu plus de temps, mettons, pour gamer ou lire des BD. J'ai commencé ma collection de BD. J'en ai acheté hier, j'étais à une boutique de BD à côté de chez nous, j'ai découvert et l'ambiance était juste folle. Le vendeur me charmait, il m'a convaincu d'acheter plein de BD. Puis écoute, là, je commence, j'ai une étagère, puis elle commence à se remplir de BD. J'en ai commandé plein aussi. C'est mon nouveau, ma nouvelle passion hobby. Et, Belle passion. Ouais, c'est une belle passion et je vais beaucoup investir bientôt là-dessus. Et donc, je vais écouter un peu moins de séries, mais je vais quand même en écouter beaucoup encore, mais moins que là. J'ai goût de diversifier mes hobbies. Ah ouais, je comprends. Donc voilà, j'ai écouté 2 films. J'ai fait une soirée de films avec des amis et j'ai écouté un film d'horreur et un film historique. Historique, c'est basé sur une histoire vraie, mais les deux, c'est des histoires vraies, sauf que le film d'horreur... Écoute, c'est la blonde de mon ami qui m'a convaincu de l'écouter, fait qu'on l'a écouté, puis du coup, j'étais comme OK. Puis après, j'étais voir les critiques pour donner une idée, puis Rotten Tomatoes, ils ont donné 0%. Ah, 0. Oui, puis dans le fond, la crucifixion, c'est quoi? C'est bien, ça relate l'histoire... Répète le nom du film. Crucifixion. Oh mon dieu, ok. Ouais. Ça relate l'histoire, dans le fond, qui s'est passée, je pense, en 2013, qu'il y a il y a un prêtre et 4 nonnes qui ont crucifié une nonne en Roumanie. Et, parce qu'elle était possédée, c'était la seule solution pour la déposséder. Et elle finalement est morte au bout de son sang, tout ça. Et le prêtre est arrêté, les nonnes aussi ont été en prison. Et dans le fond, ils ont su une journaliste américaine qui part en Roumanie enquêter sur cette histoire-là, puis prouver que les exorcismes, ça n'existe pas. Et dans le fond, elle va remettre en doute la foi. Et l'actrice principale est plus ou moins connue. Elle est connue entre autres parce qu'elle a joué dans les 2 Kingsmen. Elle joue Lancelot. Je crois, elle qui est finaliste avec le personnage principal dans Kingsman. C'est une actrice britannique, puis je l'ai pas reconnue sur le coup. Mais elle est bonne, mais je veux dire, le film en soi, il est assez long. Il fait fuck all pas peur. À la fin, il fait un peu peur, mais dans l'ensemble, c'est plus un suspense qu'un film d'horreur, si on peut dire. Et la seule chose que j'ai apprécié du film, c'est les décors. On voyage beaucoup en travers la Roumanie. Il y a des beaux décors de paysages, des fermes, des champs, tout ça, c'est très beau. Mais pour le reste, l'histoire, c'est très mou. Puis à chaque fois, je me suis dit, ça va lever. Puis c'est vraiment juste à la fin que ça lève vraiment. Et c'est fait par les producteurs d'Annabelle, entre autres. C'est ça. Quand tu étais obligé de nommer. Ça, je me rappelle, je pense que c'était un film de. C'était-tu un film de super-héros? Bref, c'était un des écrivains qui avait travaillé sur un film de peur. Puis là, sur le film, sur l'affiche, t'as écrit un des 6 scénaristes qui a écrit film de peur. Oh mon dieu, ça va être bon! Ouais, c'est les producteurs d'Annabelle et les scénaristes de Conjuring. Donc c'est quand même des gens connus, là, mais. Ouais, Mais bref, le film, vous pouvez passer votre chemin, c'est pas très super. Pas l'actrice principale, que je trouve qu'elle a quand même du charme. Je l'avais bien apprécié dans Kingsman. Et je trouve qu'elle a un fort potentiel. J'espère qu'elle va plus se développer que ça. Mais dans l'ensemble, le film est assez mou. Et j'ai des ambiguïtés à savoir, parce que c'est basé sur une histoire vraie, on peut mettre des guillemets autour de ça. Mais l'histoire est assez particulière. Je comprends pas pourquoi on a choisi une telle histoire pour faire un film d'horreur. Ça manquait beaucoup de chair. Outre le fait qu'il y a des beaux effets spéciaux à la fin du film, dans l'ensemble, c'est assez fade pour un film d'horreur. J'ai vraiment vu un film pas d'horreur comme ça, là. C'est assez terrible. Et j'ai vu le film Molly Game. Ça faisait un moment que je vais l'écouter. Le jeu de Molly en français, avec l'excellente Jessica Chastain, que j'avais pas vu dans beaucoup de films, honnêtement. C'est une actrice que je connais moins. Elle est en montée, là. Elle est en montée en ce moment, ça je sais bien. Et elle fait de plus en plus de gros rôles. Et elle est pressentie pour jouer dans la suite de Hit, entre autres. Et ce film-là, c'est un autre film historique, puis c'est basé sur, sur Molly Bloom, qui était une athlète olympique, je pense que c'est en 2012, un truc comme ça, et elle était spécialiste dans le ski de boss. Donc, le film commence qu'elle est en compétition, elle est 3e au monde, et elle se bat pour la médaille d'or, et le film commence qu'elle se blesse, donc elle ne peut plus faire de compétition, et là, elle cherche un but à sa vie. Et sa vie était toujours centrée sur le ski, et elle retourne aux États-Unis, elle cherche un but, et elle se fait plus ou moins emmener dans le côté caché du poker. Elle se retrouve à participer à des soirées de poker où il y a les plus grandes célébrités, les plus grands hommes de ce monde qui sont réunis pour jouer au poker. Et elle réalise rapidement qu'elle peut faire beaucoup d'argent avec ça et elle peut avoir un pouvoir influent sur les gens autour d'elle. Donc, elle crée des soirées clandestines de poker. Et écoute, ça part dans des directions, c'est phénoménal. Et c'est historique. Et elle précise dès le début qu'elle nomme pas les vrais noms. Elle dit, le seul vrai nom, c'est moi. Les autres, j'ai mis tous des noms anonymes parce que je veux pas détruire des vies ou des carrières de personnes. Parce que je pourrais clairement, genre, faire tomber la moitié d'Hollywood puis la moitié des plus grands dirigeants du monde de même, genre. Fait qu'elle
qu'elle préfère garder tout ça anonyme. Puis Seigneur. le film va alterner entre présent et passé parce qu'elle va raconter ce qui s'est passé dans ses soirées poker, mais dans le présent, elle est poursuivie en justice parce qu'elle aurait aidé la mafia russe, la mafia italienne, tout ça, à faire de la contrebande et tout comme ça. Puis Ça, ils sont mêlés, dans le fond. ouais, elles se sont mêlées. Et entre autres, de la fois, elle va chercher un avocat. Et je trouve que c'est un très bon acteur qu'on voit de plus en plus. C'est Idriss Elba, qui est un très bon acteur. Et c'est lui qui fait son avocat. Il est très bon. Lui, il écoute son histoire. Puis elle, dans le fond, dans le film, elle a déjà sorti un livre sur son histoire. Un premier livre. Parce que le film est basé sur un deuxième livre qu'elle a fait sur sa vie. Et dans le fond, c'est une belle histoire. C'est une bonne histoire. Puis elle a une bonne narration. Puis l'actrice, écoute. Est incroyable. C'est une actrice que je connaissais pas tant que ça. Et la dame a donné une performance à couper le souffle. Et j'ai aimé ça. Elle a fait une narration vraiment incroyable. Puis son histoire, je capote comment ça a pu avoir existé. Parce que la façon qu'elle raconte ça, les plus grands dirigeants du monde venaient la voir, genre jouer au poker, puis des grandes célébrités. Puis entre autres, il y a un acteur connu qui joue dans le film, qui fait un acteur X. C'est l'acteur qui fait Scott Pilgrim dans... Ouais, que j'ai pas vu beaucoup depuis Scott Pilgrim. Et là-dedans, il fait un acteur un peu trop de cul, je dirais. Puis, mais il est vraiment bon aussi. Il y a plein de petits acteurs connus là-dedans, ça fait un bon casting. Et écoute, c'est vraiment une ambiance unique. J'aurais été curieux d'assister à ce genre de game-là, de poker. Puis elle explique aussi à un moment donné, puis j'ai mis cette citation-là, puis je vais finir avec ça. Elle dit, on m'accuse d'avoir fait des soirées de jeux de hasard clandestins. Mais elle dit, c'est parce que le poker, c'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu de stratégie. Là, l'avocat est comme, ouais, c'est vrai. Dis de même. Mais c'est pas un jeu de hasard, c'est vrai, c'est un jeu de stratégie parce que la plupart du temps, les gens gagnent en utilisant une stratégie, soit en bluffant, en faisant des choses comme ça. Puis plusieurs fois pendant le film, elle montre des extraits de matchs de poker, puis elle explique comment ça marche, puis elle dit comment il a gagné, puis comment les réactions des gens, les tics, tout ça, les regards. Donc j'ai vraiment aimé ça, c'est un bon film à écouter. Puis pour une fois, ça n'avait pas un homme comme acteur principal, puis j'ai trouvé ça vraiment bien, parce qu'il aurait pu faire une histoire, même principe, mais que ce soit un homme qui s'entrait au milieu. Mais là, non, ils ont mis une femme, puis elle fait un très bon rôle. Puis d'ailleurs, elle était revenue là-dessus pendant une entrevue sur ce film-là à Jimmy Fallon Show. Puis elle avait dit c'est rare qu'on voit un film comme ça que 80% du texte, c'est une femme qui le dit. Puis elle avait fait des gags là-dessus. Puis elle a dit on devrait voir ça plus souvent parce que c'est bon. Puis je suis d'accord. Autant comme Wonder Woman qu'on a eu il n'y a pas longtemps, autant elle, je trouve que ça fait vraiment rafraîchissant comme film. De pas tout en mettre un héros mâle comme acteur principal. Exemple, en ce moment, on voit The Rock à chaque 3 mois dans un film. J'aime ça, à un moment donné, ça fait comme... Il est pétitif. Et même des fois, il y a des films qui perdent leur qualité parce qu'on focus juste sur The Rock. Exemple, Rampage, je sais que récemment, il s'est fait ramasser. Entre autres, parce que c'est du The Rock qu'on voit dans le film. Puis à un moment donné, c'est The Rock qui varie pas trop ses rôles. C'est pas comme si on dirait The Rock va faire un film d'horreur. Là, on va faire comme aïe aïe, il va nous surprendre. C'est soit comédie, soit film d'action. Ouais, c'est ça, c'est ses spécialités. Il y a des acteurs qui sont capables de se renouveler. Genre Jim Carrey récemment, qui va participer à un film d'horreur. Là, il y a son film qui est comme un enquête. Ouais, ben c'est genre comme horror, thriller. Le film il est sorti, je pense que c'est jeune, il est comme 3 sur 10. Là. Il pourrait. Apparemment, c'est vraiment mauvais. C'est très mauvais. J'étais content pour une fois qu'il faisait un contre-rôle. Ouais, ces derniers temps, Jim. Là. Ben, il a fait une série sur Netflix exclusive qui est très pognée sur des humoristes qui essaient de débuter dans l'univers des humoristes. Puis lui, il produit la série, puis il joue dedans. Je pense qu'il y a eu une saison de sortie. Et je sais que ça avait été très acclamé. Puis entre autres, ça faisait un bout qui n'était pas sorti dans les médias. Puis quand il était sorti, les gens étaient surpris parce qu'il rendait avec une grosse barbe. Ça change tout son visage. Là. Ouais, il a changé, Jim. Ouais, parce que, bref, c'est ça que j'ai vu. Je vous invite à voir Molly Game. On va aller du côté des nouvelles. Je vais te laisser aller. Ouais, ben j'ai quand même pas bien de nouvelles cette semaine. Alors, sans surprise, Mathieu. Sans surprise. Ah ouais? Avengers est sorti. C'est un flop. Oui, c'est ça. Mercredi passé en France. Après ça, il est sorti en jeudi en avant-première aux États-Unis et au Canada. Et là, le film est sorti, je pense, cette semaine, qui sortait aussi un peu partout. C'est aujourd'hui, non, excuse-moi, c'est vendredi qui sortait en Russie et... En Chine? En Chine, ouais, c'est ça. Et le film a déjà atteint 1,1... Ouais, j'ai bien la misère aujourd'hui. 1 milliard. 169 millions de dollars. En 2 semaines. Le record était détenu par Star Wars The Force Awakens qui avait réussi à faire je pense que c'est en 12 jours atteindre le 1 milliard. Il l'a fait en 9 jours. En 9 jours. Il a fait encore mieux que Black Panther, que Star Wars, que les premiers Avengers. Ça s'enligne. J'en sais même. Qu'il fasse peut-être même mieux que Jurassic World, qui est à 1,7 milliard.
il va être en tabarnak, ce film-là. Je sais pas à quel point. Moi, je suppose qu'il va se rendre à 2 milliards, là, d'après moi. Ouais, il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je pense pas. Je peux me tromper. Moi, d'après moi, il va arrêter son chemin à 1,7. Dans les 1,7 milliards. C'est ma prédiction. Je vais C'est sûr que là, après 2 semaines, ça va commencer tranquillement à descendre. Là. Oui, c'est ça. Mais là, vu qu'il sort dans d'autres pays en fin de semaine, fait que là, ça accentue l'argent. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est énorme, là. Comme ça, c'est fou. Quand c'est rendu que les films, c'est des retombées de milliards pour le faire en tabarouette. Ouais. Sinon, les Simpsons, on en parle peu maintenant ces derniers temps parce que c'est une haine profonde envers la série. Ben non, quand même, faut charrier. J'ai écouté ça comme toute ma vie, moins dans les 5 dernières années, mettons. Là. Mais c'est ça, dans le fond, les Simpsons est officiellement la série avec le plus grand nombre d'épisodes. La série record qui avait cet exploit-là d'avoir autant d'épisodes, c'était la série Gunsmoke. Que je connais pas. C'est une vieille série qui date de 1975, fait que il y a des bonnes chances que tu saches pas c'est quoi. Et dans le fond, c'est ça, dans le fond, les Simpsons ont battu ce record de 635 épisodes, qui est une première. En plus, il y a une autre saison qui est déjà officielle pour l'année prochaine, pour le 2019. Là, actuellement, on ne sait pas s'il va y avoir un renouvellement. Parce que là, en plus, avec l'achat de Disney, Fox, on ne sait pas ce qui va arriver avec les Simpsons. C'est drôle parce qu'il y a eu un scandale récemment sur les Simpsons. Ouais, avec Apu. Un Apu qu'on n'a pas parlé, je pense, à l'émission. Non, mais c'est intéressant. J'en avais parlé à ma radio, je trouve ça intéressant. Il y a un débat qui était autour du fait de est-ce qu'on garde le personnage Apu ou pas dans les Simpsons parce qu'il était stéréotype d'une culture qui est plus représentatif. Puis il disait que, en plus, c'est un blanc qui fait sa voix. Il est très stéréotype dans la série. Puis il y en a qui disaient qu'il insultait le côté multiethnique, le côté indien. Ouais, parce qu'il y a un gars qui a fait un documentaire sur le personnage, en montrant à quel point que le personnage était très raciste. Je le garderais, là. Ben, j'aurais de la misère à l'enlever parce qu'il représente bien la série, puis il représente... Parce que la série se veut en sorte une critique de la société, puis la société est multiculturelle, autant aux États-Unis qu'à l'extérieur, et il y a de tout aux États-Unis. Donc, Apu représente autant le côté immigrant, autant le côté indien. Il représente bien des choses. Ouais, puis Homer Simpson, quand il interagit avec Apu, il essaye pas de juger le mode de vie d'Apu ou il essaie de comprendre c'est quoi la religion d'Apu, c'est quoi qu'il fait, c'est quoi ses croyances, qu'est-ce qu'il... Il n'y a pas de jugement, on essaie de faire une compréhension. Il y avait du monde qui disait qu'Homer Simpson à l'époque était homophobe, mais quand tu regardes la série, Homer essaie juste de comprendre qu'est-ce que c'est l'homosexualité. Il essaie pas de juger ou de se faire une opinion. Non, il essaie juste de comprendre. Puis je pense que c'est ça qui arrive avec Apu. Moi, tant qu'à moi, je le garderais. Effectivement, puis bouge pas l'article, il y a une citation que je veux mentionner. Les Simpsons avaient répondu à ce scandale-là dans un de leurs derniers épisodes où que Marge et Lisa, ils lisent une histoire Marge a lu une histoire pour Lisa, puis à un moment donné, elle dit Lisa demande en regardant l'écran, à brise de 4 elle dit quelque chose qui a démarré il y a des décennies, qui a été applaudi et inoffensif et aujourd'hui politiquement incorrect. Que peut-on y faire? T'sais, avant c'était correct, maintenant ça l'est plus. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est la première fois que le personnage brisait le 4e mur. Puis c'est pour poser des débat. Puis ça finissait sur un cadre de Apu qui pour montrer que c'était ce sujet d'Apu. Et donc, c'est encore en débat en ce moment aux États-Unis à savoir si on lève. Puis ça appartient à un débat sur d'autres personnages aussi, à savoir s'il y en avait d'autres qui devraient être retirés. Et je trouve ça un peu, c'est vrai comme comment je dirais ça, l'origine, le sens même de la série. Et, déjà qu'il y a des personnages qui ont disparu avec le temps pour diverses raisons, entre autres soit parce que les actrices ou acteurs étaient morts ou parce qu'ils ne marchaient plus dans la série, que là, enlever Apu, il est là depuis l'origine de la série. Ouais, il est là depuis la saison 1. Puis de l'enlever, ça enlèverait de quoi? Parce que, entre autres, lui, il représente aussi le Cookie Mark, puis un univers à part qui est dans l'univers des Simpsons. Ben, donc... il fait partie du Lord, puis on ne commencera pas à tuer le personnage non plus. Non, c'est ça. Donc, je veux pas étirer ton non plus là-dessus, parce que, je veux dire... mais bref, c'est un beau record, 636 épisodes. Ouais, très honorable. Je les ai pas tous écoutés, parce que les dernières saisons, ils ont perdu en qualité. Ouais, j'ai fini par décrocher, là. Moi, ce que je t'ai écœuré, les Simpsons, c'était les épisodes à histoire. Genre, vu que c'est comme séparé en 3 segments, un épisode des Simpsons, là, ils séparaient ça avec 3 histoires historiques, genre, médiévales. Ah oui. Puis ils n'ont tellement fait que je suis saturé, j'étais vraiment, non, je suis plus capable de ça. Puis les Simpsons, à la fin, c'était juste rendu plus
over the top, c'était exagéré. Il allait plus dans l'absurde, dans l'exagération. Ouais, c'est ça. Au lieu de tu sais, il y a toujours un gars qui me faisait rire, c'est quand Mike était comme entre les lignes du Canada puis des États-Unis. Puis ça me disait, je suis aux États-Unis. Ouais. Je suis au Canada. Je suis aux États-Unis. Puis ils sautaient entre la barrière, tu sais. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Les Simpsons ont battu un record. Sinon, on a eu le droit à un nouveau trailer après 2 jours après la sortie d'Avengers. On a eu le droit au nouveau trailer de Ant-Man and the Wasp. Que c'est un film que j'ai vraiment hâte. Que la bande-annonce est hilarante, on va se le dire. C'est rapide, même s'il y a une fourmi qui joue du drum. J'ai hâte de comprendre le contexte. Non, ça a l'air vraiment cool. La musique est bonne. On sent la saveur du premier qui revient. Là. Je veux dire, le côté humoristique, l'absurdité de grandir, rapetisser. Puis là, il focus plus sur grossir les choses que de rapetisser. Les jokes de graines à la fin. Là. L'as-tu compris? Je me rappelle. Il est assis là, au bureau que le gars, Martin ou Lawrence Fishburne. Ouais, c'est ça. Ils sont assis l'un devant l'autre. Il fait moi, j'ai déjà atteint 6 mètres. Il fait moi, j'ai déjà atteint 19 mètres. Puis là, t'as juste l'autre qui a fait avez-vous comparé vos grandeurs? Je l'ai trouvé bonne. Ah oui, je me rappelle. J'ai bien aimé. 19 mètres, yeah. Puis, il y a un excellent bande-annonce qui a fait sujet à débat. C'est à un moment donné, dans la bande-annonce, il essaie d'arrêter un camion en plein milieu de la rue. Ouais. Puis le camion le pousse. Les gens sont comme, pourquoi il peut l'arrêter, genre plus gros que le camion? Puis c'est parce qu'il est plus grand, mais il garde sa force à lui. Il est pas plus fort. Ouais. Donc, même s'il essaie d'arrêter le camion va le pousser. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour montrer que j'ai aimé ça, ce détail-là. C'est bien représenté. Puis je commence à accepter le fait que ce soit pas Henry Pym, le personnage principal. C'est quelque chose qui m'avait un peu chicoté du premier Ant-Man, qui avait choisi de prendre le deuxième Ant-Man, qui est Scott Lang, comme Ant-Man principal. Parce qu'Henry Pym, moi, je trouve que c'est un de mes personnages préférés. Un qui a une histoire les plus complexes et intéressantes à développer. Et là, il l'a mis plus de côté. Mais là... Je pense que c'est parce qu'ils ont pris... Le père de famille, il rejoignait peut-être plus une grosse crowd. Parce que Hank Pym, il est techniquement un psychopathe, là. Plus ou moins. Là. Mais c'est à cause des séquelles de son cerveau. Ouais, c'est ça, en tout cas. Puis ils vont jouer dans le Quantique. Ouais, ils vont il y en a qui disent que le film va expliquer pourquoi Ant-Man n'est pas là, puis ce serait à cause qu'il soit dans la dimension quantique, qu'il s'était pris là pendant les événements d'Avengers, puis pourquoi aussi il va pas disparaître, parce qu'il est comme dans un autre plan. Puis ça va être entre autres autour aussi de la femme de Henry Pym qui a disparu, puis dans le fond, l'actrice a été choisie, on le voit sur l'affiche. C'est Michael. C'est Michelle Pfeiffer. Ouais, qui est une très bonne actrice. Qui est encore très belle pour son âge. Très belle pour son âge, puis entre autres, je l'ai vu récemment dans le Crime de l'Orient Express. Ouais. Elle était très bonne là-dedans. Puis c'est une actrice qui vieillit pas. Puis je me rappelle, c'est drôle, j'ai une anecdote de cette actrice-là. Puis à chaque fois, ça me bug. Elle avait joué dans un film qui était sur le jour de l'an. Avec. C'était plein d'histoires on se faisait des coupes à travers le jour de l'an. Puis il n'y avait pas Bon Jovi, là. Oui, Bon Jovi. Puis elle était jumelée avec Zac Efron. Puis à la fin, elle embrasse Zac Efron. Ah ouais? Ouais. Mais c'était perturbant. J'étais comme. OK. Puis on jouait comme 40 ans différents. Ben, j'imagine tout le monde. Ah, c'est Zac Efron, hein, c'est... Ouais. Puis ma dernière nouvelle, oui. C'est la plus absurde. Je l'ai écouté, je pense, 10 fois cette semaine. Ça me faisait rire à chaque fois. Puis la tune me restait en tête. C'est la collaboration la plus inusitée que j'ai vue depuis des années et des listes. Deadpool qui rencontre Céline Dion. Écoute. Oh, Céline, it is so good! J'ai tellement ri. Je l'ai pas vu, c'est Céline Dion qui commence à chanter une chanson digne du Titanic. Ouais. Puis t'as Deadpool qui arrive gracieusement avec les mains qui se lèvent un peu dans les airs, talons haut, les fesses qui se déhanchent à gauche puis à droite, puis il commence à danser avec la jambe qui lève des airs, puis c'est tellement absurde! Tu te dis tabarouette! En fait, t'as Deadpool qui jase avec Céline qui dit ouais, là, c'était bon, là, mais c'est parce qu'on fait pas un Titanic, là. On fait un Deadpool, on veut un 5,5, on veut pas un 11. On veut pas, tu sais, là, elle dit va donc chier Spider-Man. Ouais, elle dit accepte que c'est un 11, va donc chier Spider-Man. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Puis c'est tellement. C'est carré comme marketing, là. Écoute, 2 choses. Premièrement, le matin que c'est arrivé, je me suis levé, je trouve mon sel, je vois ça, je suis comme. Je dois vraiment lu Céline Dion Deadpool, je lâche mon sel, je commence à manger, je vois ça, je fais voyons, j'écoute ça, je fais ben voyons donc. J'arrive à la job, je montre ça à mon boss qui est un fanatique de BD, il regarde ça, il fait ben voyons donc. Puis il a tout de suite été allé chercher parce qu'elle a été diffusée dans toutes les radios, fait que on l'a obtenu. Je l'ai tout de suite mis dans le système, puis je l'ai fait jouer à la radio. Ah ouais. Pour que tout le monde l'entende. Le pays, c'est qu'elle me reste dans la tête, la tabac. Ouais, vraiment bonne. Par contre, il y a un truc qui m'a chicoté, puis il y en a beaucoup sur Facebook qui s'est chicoté. On dirait que Céline Dion a vieilli de 20 ans, là. Ouais. Ben, on s'en fout. Ça. Écoute, je lisais les commentaires, justement, TVA en parlait, puis TVA, on sait, se reconnaît, le monde qui commente là-dedans, c'est tout du monde qui sont très brillants. Ils ont tous des doctorats, là. Ouais, puis ils sont là, puis t'as une matante qui s'appelle
s'appelait Ginette, puis elle était réellement Ginette. Elle était comme, elle a viré de 20 ans, pas belle. Tout tabarnak, je suis allé cliquer sur la photo profil de la femme. Elle a une face de citron. Veux-tu bien, esti, fermer ta gueule? Non, mais tabarnak, qu'est-ce que t'as à faire, esti? Chris, elle peut-tu ressembler à ce qu'elle veut, esti? Tabarnak, non, mais. Ouais, non, je suis d'accord. Non, Moi, mais sors de ton. j'ai vu plein de Pas commentaires. planter tes fleurs, pis calisse-nous patience. C'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que j'ai vu beaucoup de commentaires quand la vidéo est sortie du fait que Cinzon avait l'air d'origine de 20 ans. Chris, ça a genre 50 ans, peux-tu? esti? Non, mais sérieux. Mais moi, ça me dérangeait pas. Je trouvais ça bien. Je veux dire, c'est cool. Ben ouais, pis elle est cool d'avoir accepté ça. Ouais, ça, pis c'est parce que son gars doit triper là-dessus. Ah, Ben, tu fais comme, ah ouais, on Ben, le fait. moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle avait entendu la toune parce qu'elle a entendu un extrait, puis elle a fait, elle est tellement bonne cette toune-là, je vais la chanter. Fait qu'elle l'a chanté. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est un bon coup de marketing là, de Ah, faire ça. c'est excellent. Et, Il a compris le personnage. Ça datait d'un bout, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait une chanson pour un film. La dernière fois, c'était La Belle et la Bête. Ou je sais plus, non, c'est La Belle et la Bête, ouais. Elle avait chanté en duo avec un autre chanteur pour La Belle et la Bête, le film de Disney, en version anglophone. La version francophone, c'était pas elle. Et, Mais c'était-tu le dessin animé? le film animé, ouais. Ok, on parle pas du film. Non, le film animé. Et c'était elle qui chantait avec un autre chanteur noir, j'ai oublié du nom. Puis elle faisait un duo avec elle. Puis la chanson était super bonne, j'ai déjà écouté plusieurs fois. Et avant ça, il y avait Titanic, évidemment, qui est connu. Qui est très drôle, parce qu'à la base, elle voulait pas chanter la tune de Titanic. Elle le répète souvent en anecdote. Elle avait entendu la tune, puis elle l'aimait pas. Puis c'est un de ses amis qui arrêtait pas de le pousser. Puis on a fait, ok, c'est bon, là, je vais chanter ta tune. Ah, ben, tu sais pas. Attends, il manque un bout de l'histoire. En fait, c'est qu'ils ont fait, ok, tu sais pas faire? Ben, c'est parfait, on va demander à Whitney Houston. Puis elle est venue insulter. Puis elle a fait, ah ouais, attends une minute. Attends, c'est Whitney Houston. Ben, elle l'a pas tassé, là, mais elle est arrivée. Elle a fait, ok, moi le faire. Puis elle a chanté dessus. Puis c'est probablement ça qui a mis sa carrière vraiment encore plus à la map à ce moment-là. Ah, écoute. On entend. Bref, j'ai hâte de voir Deadpool 2. Ouais, ça va être bon. Fait que je te laisse aller. Ouais. Moi, je vais commencer avec une première nouvelle que tu vas me mettre l'article parce que j'ai pas vu l'article, mais je sais un peu de quoi dire. Désolé, on est un peu broche à point de ce côté-là, mais je peux quand même en parler. C'est l'actrice Isabella Moner qui a été choisie pour faire Dora dans le film d'action réel produit par Michael Michael Bay. merci. De rien. Qui veut faire un film en live action de Dora l'exploratrice. En tout cas, depuis 8 ans, hein, C'est l'actrice adulte, faut le préciser. Là. Ouais, ça sent. Écoute, ça sent le Tomb Raider. Là. Ben écoute, ça va être clairement un film d'action là, qui est annoncé pour sortir le 2 août 2019. Et donc, ça faisait longtemps qu'on se demandait qui est l'actrice, puis il y avait plusieurs rumeurs, tout ça. On me le demandait pas. Ben écoute, j'avais lu un peu de côté. Et moi, je trouve qu'elle a quand même le profil, surtout parce qu'ils ont changé l'apparence de Dora l'exploratrice depuis quelques années. Puis elle ressemble plus à la nouvelle Dora que l'ancienne Dora, parce que l'ancienne Dora était plus petite, plus enfantin. La nouvelle est plus adolescente. Puis l'actrice, elle représente quand même la. Ouais, là, t'as pas de fixer des photos d'elle. Là. Ben, je savais voir c'était quoi qu'elle avait Ouais. l'air. Et je trouve quand même elle représente. Ah, elle a même un cosplay de Ah, elle a Dora. même le costume de Dora l'exploratrice. Puis je pense qu'elle va quand même représenter une Dora plus adulte, je pense. C'est un peu le but. Donc, Je sais pas si j'ai le droit de la trouver cute parce que je sais pas si elle est mineure. ouais, c'est trop tentant que tu déjà trop cute. Moi, je suis curieux de savoir si Michael Bay va demander à The Rock de jouer des égaux. L'avenir nous le Elle est en dira. 2001, fait qu'elle a 17 Elle ans. a J'ai pas dit ça! Elle a J'ai pas dit 17 ans. ça! Elle a 17 ans. Fucking hell, shit. Bref, donc c'est une nouvelle. Ben écoute, on avait beaucoup ri que ça avait été annoncé que Michael Bay voulait faire un film sur Dora l'exploratrice. Ah, j'ai hâte d'avoir des explosions dans le film. Ça va être un film d'action. Là. Ah, il réalise pas, tu sais, il produit. Ouais. Je te dis, moi, j'ai hâte de voir quand il va dire Dora qui est annoncé de faire des égaux. Là, ça va être tordant. Yeah, gars. Babouche. Ouais. Bref, j'ai hâte de voir par quelle direction il va aller parce que c'est le genre de film que tu t'attends pas un peu comme Détective Pikachu avec Reynald Reynolds. Ah, ça, c'est bizarre, ça. Mais les deux, c'est des anomalies de cinéma, mais je pense que c'est le but de vouloir diversifier l'univers du cinéma actuel. Donc, ils veulent proposer des films qu'on n'a jamais vus, des styles de films qu'on n'a jamais vus. Donc, peut-être Dora, ça va être quelque chose de particulier, genre un film d'action à exploration. On verra bien, mais l'actrice a l'air ben, moi, je trouve qu'elle représente bien. Moi, j'ai hâte de le voir pendant le film, tu sais. Là, il y a une scène d'action, puis elle fait... Là, voyez-vous, ça, c'est explosion. OK, ça, c'est explosion. Répète avec moi. Elle arrive dans notre scène d'action. OK, on est perdu. Tata, je suis la carte, j'ai la carte. Là, t'as juste 2 minutes dans la salle, puis t'as une carte qui apparaît avec un gros X rouge. Ça va être malade, si j'ai hâte. J'ai hâte de voir les premiers extraits sérieusement. Là. Ça a l'air d'un film vraiment random, mais je suis curieux de voir ce que Michael Bay va faire avec ça. Parce que Michael Bay, on peut dire ce qu'on veut de lui. Quand il passe un projet, il te fait quoi d'énorme? Ok, je te donne le défi. Quand ce film-là va sortir, il faut qu'on aille le voir au cinéma. Ok. On se fait chier, on s'en va voir ça. D'accord. Puis on le critique au show.
Parfait. Vous l'avez entendu ici. Ouais, c'est en direct. Donc, ma prochaine nouvelle, c'est sur la première bande-annonce du nouveau film de Robin des Bois. Oui, la 457e adaptation de Robin des Bois. À peu près, je pense que t'es trompé de 1 ou 2, là. Ah, excuse-moi. On se trompe, hein. Moi, je me rappelle de la version de Russell Crowe quand j'étais plus jeune, qui était très badass, Russell Crowe à l'époque. Ça fait pas de temps longtemps que ça. Ça doit faire genre 5 ans. C'était mi-2000, je pense que c'était genre 2005, un truc comme ça que c'est sorti, là. Ah ouais, c'est longtemps que ça. Ben écoute, il était en forme à cette époque-là, Russell Crowe. Là, il a pas mal vieilli quand même, là. Mais j'avais beaucoup aimé cette version-là à l'époque. Ben, j'avais déjà vu la vieille version, une des vieilles versions de Robin des Bois avec mon grand-père quand j'étais jeune, que j'avais trouvé quand même bien, mais elle avait mal vieilli. Puis j'avais vu aussi celle de Disney avec que c'était un renard. Qui était très bonne à l'époque. Mais j'ai beaucoup aimé la version de Russell Crowe parce qu'elle était très représentatif. Quand même plus représentatif côté historique. Il avait fait très attention de rendre ça dans le contexte vraiment historique. Et j'avais beaucoup aimé ça. Ça fait 8 ans. Ah, c'est 8 ans, bon. 2010. C'est Ridley Scott qui avait réalisé ce film-là. Ouais, avec Kate Blanchett, entre autres. Ah ouais? Ouais, il me semble qu'il y a un autre acteur connu dans le casting qui faisait le roi. Là. Il me semble qu'il était connu, lui, qui faisait le roi dans le casting. Je vais aller voir la mais il y avait une couple d'acteurs connus. T'avais William Hurt, t'avais Mark Strong. Ouais, c'est Oscar Isaac, c'est lui que je cherchais. Oscar Isaac. Ah, il était peu connu à cette époque-là. Ouais, mais c'est ça. C'était un de ses premiers grands rôles. Il faisait le roi. Donc, c'est ça, il me disait de quoi. Mais bref, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Et là, il y a une belle. Moi, je savais pas qu'il allait avoir un nouveau film. C'est arrivé nulle part. J'ai vu une affiche, puis 2 jours plus tard, la bande-annonce est sortie. Et ils ont fait des affiches pour tous les personnages principaux. Et le casting a l'air intéressant. C'est Robin des Bois va être joué par l'acteur qui jouait le personnage principal dans Kingsman. Ouais, puis t'as Jamie Foxx. Ouais, Jamie Foxx qui va jouer un de ses amis dans le. Ouais, il y a des affaires que je trouve bizarres. Son arc à flèche a l'air comme moderne, sans être moderne. Genre, ouais, c'est. Je sais pas, on dirait que le film il est comme un peu moderne. Genre, il a pas l'air c'est assez flou, je te dirais. La balance montre beaucoup de choses, mais en même temps, montre peu. Il y a des flous un peu partout, mais l'histoire a l'air débile en termes d'action, mais aussi. Complètement différente de ce qu'on a vu à date. Ouais. Ça a l'air d'un film genre pure action, déconcalissage, puis je pète tout sur mon passage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film dans ce genre-là. Ça fait un bout. J'ai l'impression que les derniers films comme ça, on a eu, ça fait vraiment un bout pour eux. Ben, ils ont essayé récemment avec le Roi Arthur. Il y avait un film plus action, avec une guerre puis tout, là, qui a moins pogné. Moi, je l'ai pas encore écouté. Ça me parle pas tout. Est-ce qu'il avait voulu renouveler le genre du Roi Arthur en faisant un film vraiment genre action pure avec une guerre puis tout. Puis espèce ça a moins pogné. Puis là, il restait avec Robin des Bois. Puis même s'il y a eu plusieurs versions, Robin des Bois, c'est une valeur sûre au cinéma. J'avais déjà lu ça à un moment donné. Parce que c'est un personnage que tout le monde aime, qui s'identifie facilement. Parce qu'il est connu de pas mal tous. Donc c'est facile de mettre des points de repère à ce personnage-là. Tellement que, entre autres, Green Arrow, le super-héros, il est basé sur ce personnage-là de Robin des Bois. Donc c'est un titre d'exemple. Mais reste que j'ai hâte de voir. Surtout l'acteur, il est de plus en plus en vogue, l'acteur qui fait Robin des Bois. Il est annoncé dans plein de films en ce moment. Il va faire un film sur l'histoire, sur la vie de Elton John. Puis c'est drôle parce qu'il avait joué avec Elton John dans Kingsman 2, là. Ouais. Je trouve ça drôle. Mais c'est un acteur qui est en pleine montée. Il a joué aussi dans un film d'animation l'année passée où il chantait. Il était un gorille puis il chantait. Parce qu'il chante aussi, cet acteur-là. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pris faire Elton John. Il est parfait. Écoute, c'est le. Qui sait, peut-être plus tard, c'est le prochain James Bond. Qui sait, quand il va être rendu assez mature. On va voir. Il y a le potentiel. C'est un acteur britannique qui a du charisme et tout. Donc c'est à voir. Mais j'ai hâte de voir pour la suite. Mais c'est assez particulier. Je vous invite à voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas vue. Car ça se démarque vraiment des autres films de Robin des Bois. Pour continuer, c'est déjà été annoncé. La saison 2 n'est même pas finie. Elle est à peine commencée, c'est le cas de le dire. HBO a annoncé une saison 3 pour Westworld, qui est une série incroyable en termes de qualité, de casting, d'effets spéciaux, tout ça. C'est dans mes tops de mes séries de tous les temps. Et j'ai commencé la saison 2 et j'ai hâte d'écouter la suite. Et c'est fou comme série. Et c'était basé sur un film qui est sorti en 1979, qui était le même principe. C'est dans un monde futur où que les gens pouvaient payer pour vivre une simulation de vivre dans un western de l'époque. Et ça mélangeait la science-fiction et le western. C'était très particulier pour l'époque et ça avait beaucoup pogné. Et là, la première saison a été incroyable. J'adore vraiment cet univers-là. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une saison 2 parce que la saison 1 est tellement coupée le souffle que tu te demandes comment ils vont faire pour repartir ça. Et ils ont bien reparti ça à date pour ce que j'ai vu de la saison 2. Et je suis vraiment content qu'il y ait une saison 3. Je me demande combien de saisons ils vont pouvoir faire avec ce concept-là. Parce que oui, il y a une possibilité de renouveler à plusieurs reprises. Mais à un moment donné, je me demande s'ils vont finir par faire le tour du concept. Parce que c'est pas un concept qui
polyvalent, si je peux dire, dans le sens que oui, on exploite le côté Android, le côté est-ce qu'un Android est autant humain que nous, le côté avoir des actes sexuels avec un Android, la violence, le côté les réalités, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas. Donc il y a beaucoup de questionnements autour de cette série-là, puis j'aime ce côté-là aussi. Mais donc je suis vraiment content. Et ma dernière nouvelle, ça faisait un moment que DC nous faisait languir à ce sujet-là. Et DC a annoncé qu'ils allaient faire leur propre Netflix. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Et là, le nom est sorti. Ça va être DC Universe. Qui est annoncé. Donc, original. Très original. Et entre autres, comme exclusivité, il va y avoir la série Titan qui va sortir cette année, qu'on a vu les premières images il n'y a pas longtemps, qui laisse un peu mitigé. Autre Robin qui a un très beau costume. Il va aussi à saison 3 de Young Justice qui va être exclusif aussi. Et une nouvelle série qui est arrivée de nulle part. Une série sur Swamp Thing, qui est un personnage emblématique de DC pour ceux qui le connaissent. Pour mettre en contexte pour ceux qui sont moins connaissants de l'univers de DC. Swamp Thing, c'est le monstre des marais. Il y a eu un film sur lui à peu près 26 ans de ça qui avait été, il me semble, mitigé à l'époque. Et dans le fond, c'est un scientifique qui se retrouve... il fait une découverte, mais je ne sais plus c'est quoi sa découverte. Et il se fait tuer, pitcher dans un marais. Et le marais va le transformer en bête des marais. Il va devenir comme vert avec des tentacules et tout ça. Et il va devenir le gardien de la nature sur Terre. Et il va développer des super pouvoirs. Entre autres, il est super fort, super résistant. Il est plus ou moins immortel tant qu'il y a de la nature. Et entre autres, une des facultés qui est intéressante, c'est qu'il peut se téléporter où qu'il y a de la nature. Donc, si c'est une forêt, il peut se téléporter dans la forêt, tout ça. Donc, c'est un personnage assez intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et c'est très sombre comme univers, Something. J'ai jamais vraiment lu de comics à son sujet, mais je l'ai vu à travers d'autres comics. Entre autres, la Justice League Dark, ou entre autres Injustice 2, qui est un des personnages jouables dans l'univers de Injustice. Et donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. En date, il n'y a pas d'acteur confirmé, il n'y a pas d'image, mais ils ont annoncé que c'est une des exclusivités de DC. Donc, je suis curieux de voir. Puis, je me suis demandé si ça commençait pas à faire trop comme plateforme. Parce que là, il y a YouTube qui est parti de son bord avec Cobra Kai, qui est très acclamé. Je pense qu'il y a 98% sur Rotten Tomato. Il y a Amazon aussi qui veulent partir de leur bord. Google, pas Google, excuse-moi, Google c'est YouTube, mais je veux dire... Apple, là t'as Netflix, t'as Marvel qui veulent passer de leur bord, qui est avec Hulu. Donc on commence à avoir beaucoup de... On en a déjà parlé comme débat si ça faisait pas trop. Je suis curieux de voir si DC va être capable de se démarquer. Il y a quand même quelques contenus intéressants. Entre autres, Young Justice, c'est sûr que je vais voir l'écouter. Pour le reste, c'est à voir. Mais je suis curieux. Donc voilà, c'était mes nouvelles. Et on va voir si on va dans une zone de cinéma. Vous allez le savoir dans quelques instants. C'est le mystère qui reste. Donc on part et vous allez le savoir dans quelques instants. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Hola, comment resta? C'est, Seigneur. Eh oui, nous sommes le podcast espagnol. Oui, la zone cinéma, elle est tombée à l'eau. Oui, El Maxo a... Arriba! Arriba, bref. On est dans la zone non spoiler. On a divagué un peu, excusez-nous, on est un peu fatigué. Et on a Surtout pas que c'est la deuxième prise. Là. Effectivement, il fallait pas que tu le dises pour que ça paraisse authentique. Ah, c'est authentique. Ouais, voilà. Donc, on parle du film Blade Runner 2049. Et comme je disais, on n'a pas de zone de cinéma parce que Max oublie d'en faire une, mais il s'excuse. Il a juré de se rattraper la semaine prochaine. Et si je tiens pas ma promesse, je vous promets que Mathieu va envoyer une photo de lui en boxer sur la plage avec une banane dans la bouche. Hey, si vous l'avez entendu ici, ça me fait un grand plaisir. Hey, t'as pas eu ma réplique, c'est moi qui fais que j'ai ça sur toi. Mange la merde. Au courant. Ben oui, c'est pas la deuxième prise, hein? Non, mange la merde. Absolument pas. T'as fait exprès. Ah, bref, pas à top. Blade Runner, réalisé par Denis Villeneuve, qui a fait les excellents Sicario, Arrival, Incendie et Prisonnier. Celui-là, c'est comme Spielberg. Il a pas fait de mauvais film. Parce que je cherche, il est vraiment doué. Puis j'ai vu Incendie puis Arrival. J'ai pas encore vu Sicario. Je sais qu'ils vont sortir un deuxième Sicario. C'est très... Ouais, tout le monde me dit ça, que c'est très bon Sicario. Ouais, c'est pour un film semi-action, là. C'est vraiment... Il y a un bon casting aussi, je sais. Oh, ouais, t'as Benicio Delta, là. et Emily Blunt, quand même. Puis t'as Josh Brolin aussi, je pense. Josh Brolin, ouais, je pense que oui. Il fait un des gars principaux, il me semble. Je pense que oui, je parle bien. Est-ce que je vérifie, là? J'ai quand même une bonne mémoire pour ces affaires-là. Bref, c'est un grand réalisateur québécois, faut le préciser. D'ailleurs, je pense que j'avais déjà dit qu'on avait critiqué Arrival, mais il tourne... Il y a deux particularités de Denis Villeneuve. Un, souvent, il va reprendre des acteurs québécois comme un rôle secondaire dans ses films. Puis l'autre, il y a des décors souvent qu'il va reprendre au Québec pour ses films comme pour Arrival. Les scènes qui se passaient à l'université, c'était genre à l'UQAM à Montréal. Ouais, puis c'est dans les champs de je sais plus trop où pour les vaisseaux spatiaux. C'est des champs, c'est dans des champs précis au Québec. Ouais, il aime ça comme mettre le Québec à l'avant. Ouais, ben, il y avait passé une entrevue à Tout le monde en parle, puis Guy Lepage, j'avais demandé, est-ce que c'est
c'est voulu? Est-ce que tu veux faire plus de films possibles? Oui, je veux en faire le plus possible ici, ça fait travailler du monde. Puis de deux, ben, je suis content d'être chez nous parce que ma famille est ici, elle vit ici. Tu sais, il dit, fait qu'à ce moment, pour ça, il dit, ça vaut vraiment le coup. Mais genre, des fois, comme à Blade Runner, il dit que c'était quasiment impossible d'amener ça ici. Là. Je peux comprendre avec le film en soi, c'est un film de Mais science-fiction. je trouve ça cool qu'il est pas obligé de le faire, tu sais. Ouais. Il va venir, il veut pousser, il doit commencer à avoir de l'influence à Hollywood, là, par exemple. Là. Ouais. Ben, il est de plus en plus en vogue. Hein. Il y en a qui disent qu'il est en liste pour réaliser le prochain James Bond. Okay? Ouais, puis là, ouais, c'est ça, justement, en parlant en entrevue, il dit que le timing était pas bon, mais qu'il était vraiment pas fermé à l'idée. Mais là, il est en train de travailler sur Dune, fait que... Ouais, ça c'est quelque chose aussi. Bref, dans le casting, on a Ryan Gosling, acteur canadien qui fait le rôle principal dans le film, qui fait K, ou Joe, agent de la police. On a Harrison Ford qui reprend son rôle du premier Blade Runner parce que c'est la suite dans le fond. Il faisait parce que Blade Runner c'est un titre, là, on en reparlera. Ouais. Et il fait un Blade Runner. On a Anna de Armas qui a un petit rôle mineur dans le film, il était incité pour le mettre dans notre fiche. Qui fait elle fait un hologramme. Elle a son importance, je trouve. Elle fait un hologramme dans le film. Rendu, on a pu mettre Mackenzie Davis qui fait la prostituée, là, mais bon, c'est un détail. Je trouve qu'elle est pas là assez. Elle est plus là que l'autre que t'as mis. Là. Non, je suis pas d'accord. L'hologramme, on la voit genre une fois. Oh non, l'hologramme qui suit tout le temps Rhino. Oui. Je pensais que ça parlait de l'autre qui était tout nu, qui voit géant à un moment donné à la fin du film. Oui, c'est elle. C'est la même. Ah, c'est la même? Oui. Oh mon dieu. Ah, Parce qu'elle est pas comme les cheveux. différente. Je t'expliquerai dans la zone spoilers. Ok, parfait. Tu m'as bugué. Mais parfait. Donc, oui, t'as raison, elle est plus importante. C'est l'hologramme qui suit Ryan Gosling. Excuse-moi, j'ai un bug. Non, c'est correct. On a Dave Bautista Qui est mineur aussi. Là. mineur, mais qui m'a surpris dans le film. Ah, il est bon, Dave Bautista. Pour un lutteur, là, il est vraiment bon. Pour on va en reparler, mais il m'a vraiment surpris. On a Robin Wright, qui est une actrice. Au début, t'as pas mis dans la fiche, mais je l'ai incité pour la mettre parce que c'est une très bonne actrice. Puis je trouve que c'est une des actrices qui se démarque le plus en termes d'actrice, dans le sens que souvent les actrices font des rôles de copines, de personnages secondaires, puis elle fait souvent des rôles forts, de femmes fortes, déterminées, qui ont une tête sur les épaules. Et dans ce cas-ci, c'est la même chose. Celle qui est comme la lieutenant de police et qui est très sévère, très stricte. Donc j'ai bien aimé son rôle. Et on a Jared Leto qui est ici mystifiant. Ouais, on en reparlera. Ouais, il y a quelque chose, Jared Leto. Et c'est produit par Alcon Entertainment et c'est distribué par Warner Bros. Pictures, qui est une grosse boîte. Et pour côté critique, c'est quand même intéressant. Metacritic a donné 81% d'avis positifs. Le public le suit parfaitement avec 82%. C'est une des premières fois qu'on voit ça, qui C'est sont très... si proches ouais, même c'est des ça, deux sites. Là. C'est assez particulier. Rotten Tomato est dans la même lignée avec 87% d'avis positifs et 81% d'avis positifs pour le public. Donc on reste dans une bonne note. Le film est très bon, excellent. Et même, je sais que quand il était sorti, il avait même topé jusqu'à 100 Rotten Tomato avant de dégringoler un peu. Ça n'a pas le choix. Là. Non, mais c'est pas rien. Là. Il disait c'est genre le film. Quand il est sorti, il y en a qui disaient que c'est le film à voir. Là. C'était comme... Ben, c'est dur de faire une suite à ce film-là, à Blade Runner. C'était déjà un risque énorme puis un défi quasiment insurmontable. On reviendra sur la qualité du film. Ouais. Mais ouais, c'est bon. Je vais te laisser aller avec le budget et le box-office. Ouais, c'est un film qui a coûté, selon Box Office Mojo, c'est entre 145 millions et 170. Alors, on a arrondi à 160 millions. Pour un retour d'argent de 259 millions. Tu vas me dire, ah, ben, il a été rentable. Ouais. Vas-y, dis-moi les. Ah, mais il était rentable! Un peu pas en tout. En fait, le film a été un échec. La Warner Bros. A perdu de l'argent avec ce film-là parce que il a pas fait son argent à la maison. Genre, il a réussi à faire de l'argent à travers, mais vu qu'avec les impôts, ben, la somme a moins d'impact. C'est gros comme chiffre, mais ça a moins d'impact aux États-Unis. Et malheureusement, le film, ils ont perdu de l'argent avec ce film-là. C'est ça qui est le plus triste. C'est triste parce que, je veux dire, il est très bon le film, là, il est excellent. Et, Bon, pour mettre en contexte, je veux juste préciser, j'ai pas vu le 1, j'étais censé le voir cette semaine. Et j'ai manqué de temps, donc j'ai pas pu écouter le premier film. J'avais un blanc sur le nom d'Harrison Ford, c'est Deckard. Ok, Deckard, merci. Agent Deckard. Donc voilà. Donc le film de Blade Runner 2049 prend place après les événements du premier Blade Runner, qui est dans un monde futuriste où, que, dans le fond, il existe des réplicants qui sont des robots qui ont l'apparence humaine, qui dans le premier film, ont fait une sorte de révolte et ils ont dû les restreindre. Et pendant un certain temps, il n'y en avait plus. Et il y a une compagnie qui a repris le concept dans les années avant le début de ce film-là. Et il a remis les réplicants dans la société, mais d'une façon plus docile et contrôlée. Et il y a comme une séparation entre les deux. Les réplicants, c'est des machines, les humains, c'est des humains, dans le sens que les réplicants n'ont pas de libre arbitre.
Et dans le fond, on suit Joe, dans le fond, ouais. qui est dans le fond un répliquant qui travaille pour la police, qui joue par Ryan Gosling, qui doit enquêter dans le fond sur un mystère entourant un squelette qu'il retrouve au début du film. Ouais, d'un bébé. D'un bébé qui est une anomalie en soi, donc on ne spoilera pas plus. Et dans le fond, on va exploiter tout l'univers de Blade Runner à travers ça. Et il va y avoir beaucoup de questionnements. C'est un film très psychologique aussi en soi et très philosophique. C'est pas un film tant porté sur l'action. Donc Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Non, c'est ça. Il faut le préciser pour ceux qui s'attendent à un film d'action. C'est pas un film d'action. Ben, ça, c'est une des affaires qui m'a gossé le plus. Le monde qui m'ont revenu sur ce film-là en disant c'était de la merde! C'est parce que tu t'attendais à un film d'action. Mais c'est pas un film d'action. Le problème, c'est que la promo a été mal faite à ce niveau-là. Sur l'affiche, tu vois Ryan Gosling puis Harrison Ford avec des guns. Ouais. Puis dans les bandes annonces, tu vois justement des moments où que les personnages ont des guns dans les mains. Fait que ça donne l'impression qu'il va y avoir des gunfights. Puis je pense qu'il n'y en a pratiquement pas dans le film. Presque pas, effectivement. Donc ça, c'est le mise en contexte du film. Je précise, j'ai pas vu le premier, mais je dois préciser pour ceux qui n'ont pas vu le premier, on se sent pas très désorienté, on comprend assez bien, ils mettent le contexte rapidement Ouais. et les éléments se suivent et on peut faire les liens. Ouais, c'est parce que le film, vu qu'il y a un gros écart entre de sortir entre le premier puis le deuxième, c'est pour ça que quand il vient la scène qu'on voit Harrison Ford, il résume un peu ce qui est arrivé dans le premier film pour que tu peux, toi, mettons Mathieu, qui n'avait pas vu le premier, Ouais. ben, comprenne au moins ce qui se passe puis que tu sois capable de suivre le film. Là. Ben, tu sais, j'ai pas vu le premier, mais je savais qu'Harrison Ford était le personnage principal du premier. Ouais. Puis j'ai rapidement compris que c'est lui qui avait un lien important dans l'histoire. On en reparlera, mais bref, c'est un bon film. On va aller du côté du casting en premier. On va parler de Ryan Gosling. Ouais. Je vais te laisser commencer. Ben, Ryan Gosling, c'est un acteur que j'aime beaucoup pour vrai. C'est parce que généralement, c'est comme un peu à Leonardo DiCaprio dans le sens que il fait rarement des mauvais choix de films. Il y en a peut-être un peu. Excuse-moi. Ben, c'est ça, il y a peut-être juste un film à mener que Ryan Gosling est comme avec un mannequin puis il est comme en amour avec le mannequin. Ouais. Ça, c'est un peu bizarre. Mais Ryan Gosling là-dedans, il est vraiment en tête. Là. Sérieusement, il est très 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 bon. Pour un acteur qui malheureusement souvent reproche d'être un peu sans émotion dans la face, genre quand il est heureux, il a la même face que quand il est triste. Là. Mais là-dedans, je le trouve absolument percutant, je le trouve excellent. Je trouve tellement il s'en sort vraiment bien, puis je trouve qu'il tient vraiment le film sur ses épaules. Pour vrai, Monsieur Gosling, vous m'impressionnez. Moi, c'est un acteur qui me surprend. C'est un acteur que je connaissais pas tant que ça à la base. Je sais qu'il est canadien, je sais dans quelques films qu'il a joué. Mais j'avais toujours l'impression que c'est un acteur qui se prenait pas au sérieux. Il faisait souvent des rôles plus comiques ou plus légers. Et, non. Ben, dans les films que j'ai vus de lui, il faisait soit le comique ou plus léger. Toi, t'as pas écouté Drive, hein? J'ai pas écouté Drive. Faut vraiment que t'écoutes ça. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Je vais le mettre dans ma liste. Ok, bref, continue. Mais bref, je sais qu'il peut faire bien des choses. C'est un acteur très polyvalent. Et on le voit dans le film, il est excellent. Il est déconcertant parce qu'il est capable de jouer sur le fait de ne pas avoir d'émotions et avoir des émotions à la fois. Parce que vu que c'est un répliquant, il n'a comme pas vraiment d'émotions. Mais il est capable de nous le faire ressentir quand on le regarde dans son regard ou dans ses gestes. On a de l'empathie pour lui à certains moments. Puis tu sais, on le sent des fois qu'il souffre, mais il réagit pas, il nous regarde juste, puis tu le vois qu'il souffre. Il est comme... Mais il est vraiment très bon comme acteur. Et je l'ai mis dans ce film-là. Et je trouve que c'est un acteur que j'aimerais ça voir plus au cinéma. Parce que souvent, il fait des films indépendants, si je peux dire. Il fait pas de gros films en soi. Malheureusement, je vois pas tant de films indépendants que je voudrais le voir. Donc, c'est pour ça que je dis que je le vois pas tant que ça. Je sais qu'il fait quand même pas mal de films, mais souvent, c'est comme La La Land, des trucs comme ça, qui a fait plus de côté. Mais c'est un acteur qui a un fort potentiel. J'aime ça le voir. J'adore ça le voir. Puis Il était bon dans Nice Guy, en tout cas. Ouais, Nice Guy était écœurant dans Nice Guy. Mais ouais, voilà. Et on va parler d'Harrison Ford. Ouais. Évidemment, ici, il est plus le centre d'attention parce que c'est le personnage principal du premier. Ouais, il est secondaire. Là. Il est secondaire. Je vais commencer, si tu permets. Ouais, vas-y. C'est un acteur que j'aime beaucoup, Harrison Ford, ben, il n'est pas de mon époque, donc je peux comprendre qu'on le voit beaucoup moins maintenant parce qu'il est rendu vieux. Il doit être proche de la retraite, d'après moi. Non, il a dépassé ça. Je pense, la dernière fois que j'ai checké, il était à 71 ans. Il est dans le 70, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est une question de temps avant qu'il arrête de faire des films, je pense. Je pense qu'il va arrêter quand il va être tanné. Je pense que j'avais compris qu'il le faisait parce qu'il aimait ça, faire ça. Genre. Parce qu'on le voit dans le film qui a vieilli en maudit, là, puis on voit qu'il... Ben, en tout cas, moi, à chaque fois que je le vois à cet âge-là, parce que moi, j'ai toujours vu dans des vieux films qui paraissaient ballast, tout ça. Puis quand je le vois vieux, j'ai toujours un peu de misère, parce que je suis comme... Il peut pas être faible comme acteur, tu sais, c'est toujours un acteur que j'ai trouvé impressionnant. Ouais. Puis là-dedans, tu sais, il était un peu... J'ai trouvé un peu chambranlant, un peu désarçonné, mais j'ai aimé... Dans son rôle, on voyait l'énergie, tu voyais qu'il
comment je dis ça, Sa ténacité. sa ténacité, voilà. Puis il montre, il y a une scène assez d'action avec Ryan Gosling, puis tu le sens là-dedans. Et il est toujours aussi bon. Acteur, même en vieillissant, Harrison Ford, il est toujours aussi bon. C'est comme un vin qui a bien vieilli. Ces derniers temps, je trouve qu'il fait plus des films où il a l'air d'un vieux grincheux. Ben, il y a toujours un peu ce côté-là très difficile d'approche. T'sais. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup d'acteurs qui disaient ça de lui, qui était quand même assez grognon. Là. Ouais, puis il y a des mimes que, genre, quand tu coupes la face de Harrison Ford à moitié, t'as comme un côté qui est comme super heureux, puis de l'autre côté, il est super triste. Tout le monde fait comme ah, c'est un bon acteur, il fait les deux en même temps. Si vous avez la chance de trouver le Mais c'est ça, toi, qu'est-ce que t'as pensé Harrison Ford? Harrison Ford, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est un acteur qui a vraiment, genre, qui a traversé les âges tant qu'à moi. Puis là-dedans, justement, ma plus grande déception de ce film-là, c'est que j'aurais aimé ça de pas savoir qu'il était dans le film. Ça aurait tellement apporté un pic de plus. Mais honnêtement, Harrison Ford là-dedans, il s'en sort vraiment bien. Puis tu le sens que il est content de reprendre ce rôle-là. Plus que quand il a fait Han Solo. Han Solo, je sentais qu'il était comme ah, faut que je le fasse là. Parce que faut bien que le personnage crève. Là. Fait que là-dedans, non, pour vrai, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé même touchant. Je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Harrison Ford il a fait ses preuves toute sa vie, puis c'en est une preuve de plus. Il dit qu'il était menuisier à la base. Ouais. À la base, il n'était pas acteur. Je sais pas si j'ai des anecdotes à mon podcast, mais je vais le rappeler au cas où. À la base, il était menuisier, puis il y avait un ami qui était dans l'univers du cinéma qui l'a présenté à George Lucas. Et il l'a choisi pour son film American Graffiti, je pense que ça s'appelle. Ou je sais plus si c'est ça, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est American Graffiti, en tout cas. Puis là-dedans, il faisait le sportif trou de cul. Puis il y avait genre un camion, il avait un chapeau de cowboy, puis tu sais, il était le gars cut, puis il arrêtait pas de baver tout le monde. Puis il y avait un petit rôle secondaire, puis les gens avaient beaucoup aimé. Puis après, il a été repris dans les plus grosses sagas de George Lucas, qui est Star Wars, puis Indiana Jones. Donc, il s'est démarqué, mais c'est un acteur qui, à la base, n'était pas prédestiné pour ça. Et finalement, c'est la preuve que des fois, on n'est pas dans notre branche. Ouais. Donc, je pense qu'on va finir du tour parce que la plupart des acteurs sont secondaires dans le film. Je suis d'accord. Mais je voulais parler quand même de Jared Leto, qui se démarque du lot dans le film. Parce que, à part les autres personnes, les deux personnages qu'on a mis, je pense que c'est lui qui se démarque le plus. Parce que les autres sont quand même pas très développés, mais lui, il reste mystérieux en soi. C'est un acteur que, je l'ai déjà dit, je connais peu. J'ai pas vu beaucoup de ses films à lui. Quand il avait été choisi pour faire Joker, j'étais comme sceptique parce que je le connaissais pas vraiment. Et il m'a prouvé qu'il est très polyvalent comme acteur. Et dans ce film-là, j'ai encore plein de questions en tête sur ce personnage-là, je le comprends pas trop. C'est... Parce qu'en plus, ce film-là, je pense qu'il a été passé pour avoir une suite, puis je pense qu'il n'y en aura pas à cause du box-office. Ouais. Ouais, mais Jared Leto là-dedans, il est comme. Je vais en parler, là. J'aime beaucoup Jared Leto parce que je sais qu'il est capable d'être vraiment talentueux. Autant que. C'est ça, je considère encore que c'est un mauvais film. Moi, j'ai aimé son interprétation. J'y ai cru. Il me faisait peur. Je le trouve vraiment cool. Puis là-dedans aussi, peut-être que dans celui-là, je le trouve un peu trop intense, son personnage. Il est comme vraiment trop, là, tu sais, là. Puis ses intentions sont plus ou moins claires. Ben, pas claires, mais genre. Il se prend un peu pour un dieu, fait que je suis comme pas sûr de... Il y a une scène qui me gosse, en tout cas, je vais en reparler tantôt, c'est pas là, mais il y a une scène de lui qui me dérangeait un peu. Là. Ouais, moi aussi. On doit avoir la même, probablement. Là, mais tu sais, je suis capable d'admettre qu'il est vraiment talentueux. Je pense que c'est peut-être juste au niveau de scénario que son personnage est discutable. Ouais. Il est assez particulier comme personnage, puis moi, je m'en allais le dire, mais j'ai l'impression que son personnage n'était pas fini de le développer. Il voulait continuer à le développer dans une possible suite. Ouais. Parce que c'est un univers qui peut créer plusieurs films grâce à ce univers-là. C'est intéressant, mais je sais pas si on va une suite, comme tu dis. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a laissé le plus mitigé, si je peux dire. Donc, on va aller de l'appréciation du film. Qu'est-ce que tu as pensé du film? C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai dit, ça a été mon numéro 1 l'année passée. Je trouve ça plate qu'on n'ait pas eu le temps de faire la critique. Je comprends, on peut pas tout le temps toutes les faire, comme on le sait. Mais c'est un chef-d'œuvre. Ce film-là a quelques défauts, mais c'est tellement peu. Je me rappelle quand je suis sorti de la salle, le jour 1 de sa sortie, j'étais hype as fuck. Là. Tu sais, ce film-là, j'avais vraiment hâte, puis je t'en parlais beaucoup. Puis je suis sorti de là ébloui, émerveillé, bouleversé. J'étais sur le cul. Puis j'ai tellement trouvé ça bon. J'ai trouvé. Ah, écoute, je trouve que comment faire un film aussi bon? Il est pas meilleur que Blade Runner original, mais il est tellement juste en dessous. Puis c'est
complètement casse-gueule, que je trouve quasiment insurmontable. Moi, quand on suite à ce film-là, je fais tabarouette, ils ont pas peur, là, ils ont pas froid aux yeux. Puis ça faisait des années que ce projet-là était sur la glace, puis qu'il a relancé, puis annulé, puis reporté, puis Ridley Scott le teasait, puis il se passait rien. Puis finalement, je suis content que ce film-là est sorti, puis il fait honneur. Puis je sais qu'il y a du monde qui ont été déçus, mais moi, je comprends pas comment on peut être... Il faut vraiment être trop fan du premier pour détester ce film-là. Je trouve qu'on a rarement eu un film avec un rythme lent, mais qui est pas lent. Des personnages qui ont une vraie complexité, qui ont des réelles émotions. La douleur, on la sent là-dedans, l'intérêt, tout ce qui est social, tout ce qui est enjeu, tout ce qui est psychologique. Je trouve que le film va le chercher. Denis Villeneuve a fait un travail que je trouve exceptionnel. C'est un film qui, tant qu'à moi, il va devenir culte au fil des années. J'aime ce film-là plus que tout. Et c'est un film que c'est plate. La seule chose que je te dirais là, pour closer, là, c'est un film que je peux pas recommander. Puis pas parce que c'est la qualité. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui va avoir le même niveau de lecture du film puis qui apprécieront pas le film à sa juste valeur. Bref, je te laisse y aller. De mon côté, ce film, j'ai beaucoup aimé. Par contre, premier conseil que je vais donner pour ce film-là, ne l'écoutez pas le soir avant de vous coucher ou si vous êtes fatigué. Ouais, c'est lent, là. Parce que c'est un film assez lent et assez dur à suivre quand on est fatigué. Et j'ai fait l'erreur de le faire hier soir. Je l'ai écouté assez tard et j'ai dû me craquer pour me regarder réveiller parce qu'il y a des moments que je commençais à perdre le fil conducteur du film et je trouvais ça dommage. J'ai dû reculer pour écouter des scènes. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré le film. C'est un très bon film. À de dire que c'est un chef-d'œuvre, il faudrait que je voie le premier pour voir une belle comparaison, pour vraiment juger. Ça reste un des meilleurs films de Denis Villeneuve, puis un des meilleurs films de l'année passée. Je l'aurais vu l'année passée, je l'aurais mis sûrement dans mon top 10. C'est un très bon film, mais il ne faut pas s'attendre à un film classique d'action. C'est pas un film d'action. Le film, il nous emmène dans des directions assez intéressantes. Il y a un côté le film nous fait poser des questions autant côté moral que psychologique à travers les personnages. Ça montre aussi un regard sur un futur qui pourrait être réaliste. Parce que sinon, on a des science-fiction on a un peu de misère à croire que ça peut arriver. Celle-là, c'est comme un monde plus ou moins réaliste qui peut exister des voitures volantes, des androïdes. C'est comme un monde où c'est possible. En plus, le contexte du début qui disent que ils ont dû créer l'agriculture artificielle, tout ça, c'est possible. Donc, on se sent interpellé par cet univers-là. Les personnages, le casting est très bon, même si beaucoup d'acteurs peu connus dans le film. Chaque personnage se démarque. Les effets spéciaux dans le film sont incroyables. Je me croyais dans un film un peu comme le 5e élément ou même un Star Trek ou un Star Wars côté effets spéciaux. C'est bien fait. Les hologrammes, j'ai bien aimé les effets des hologrammes dans le film. Puis, si tu me permets de rajouter, la lumière, la photographie et la musique. La musique, des fois, tu vas arriver là, avec des gros points, puis ça te met une lourdeur dans ce film-là. J'allais ajouter pour la musique, effectivement, la musique fait un effet assez particulier sur le film. C'est la musique qui suit le film et on le ressent. Il y a des scènes, comme tu dis, ça crée un effet de lourdeur ou un effet comment je dirais ça, ça amène un drame. Ouais, un drame, mais il y a les deux effets, autant le drame que le silence. Ouais. Des fois, t'as un son, juste un fond, puis t'es comme, ok, là, c'est calme. C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. C'est vraiment bien fait pour le côté visuel, la photographie, mais il a même gagné l'Oscar pour ça. le contraste des lumières. Il y a autant le côté, il y a des moments que c'est des couleurs très chaudes, des fois c'est des couleurs très sombres, des couleurs très froides. Ouais, c'est ça, il va aller dans le mauve comme il va aller dans l'orange, comme il va aller dans le bleu. Il vient nous choquer parce que généralement les films suivent tout le temps le même style de couleur, puis là, parce que s'il part, puis là, t'es comme, voyons. Mais ça nous amène tout le temps dans un décor complètement différent, ça amène comme plusieurs visages, plusieurs pastels de couleurs pour vrai. C'est un film qui est bluffant au niveau visuel. Il est très bluffant au niveau visuel. Il mérite nettement son Oscar. Là. Je dirais que, à part quelques petites choses qui m'ont chicoté du film, qu'on va pas écouter spoiler, dans l'ensemble, c'est un très bon film. On n'aura probablement pas la même note. Probablement. Je veux dire, c'est un film à voir, mais comme je dis, il faut prendre deux choses en compte. Il faut pas s'attendre à un film d'action, puis il faut l'écouter en étant totalement réveillé. Car il y a beaucoup de contenu dans le film, puis il y a beaucoup de longueurs, mais c'est des longueurs qui se prennent bien. Parce que c'est pas des longueurs inutiles. C'est des longueurs qui font des liens entre chaque partie du film. Donc, ça se lie tout ensemble et c'est très bon. Donc, voilà. Donc, on va écouter spoiler pour en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler. Et là, on va parler en détail du film. Et je commence par une scène qui m'a choqué.
Max, il me fait rire. C'est la scène où que Jared Leto, dans le fond, il est comme le PDG de la compagnie des réplicants et sa secrétaire vient le chercher. Et elle lui dit il y en a un nouveau réplicant, faut que tu viennes le voir. Fait qu'il rentre dans une salle vide, puis il y a juste la réplicante, puis elle est comme toute sale, jaune. Et elle se lève, et ils sont face à face, et il commence à divaguer sur c'est comme la vie. Et comme il dit, la vie c'est fragile, des trucs comme ça, c'est assez weird. Il y a des théories bizarres. Là. Jared Leto est assez particulier comme personnage. Il est vraiment intense dans le film. Il est intense. Et là, il finit par poignarder le réplicant, puis il la laisse crever à ses pieds. Puis il se retourne, puis il s'en va. Puis aussi, un autre truc qui est weird, c'est qu'il est comme aveugle, puis il se met une puce à un moment donné pour voir. Ouais. C'est comme s'il choisissait d'être aveugle volontairement. Mais il peut voir comme à travers les yeux des autres. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est jamais dit, là. Ouais, c'est pas clair son personnage. Ben, ça sent clairement le personnage qui était là pour éventuellement une suite, là. Ouais, ben oui, il est à peine développé. On l'a vu, 2 scènes dans le film. Ouais. Puis ça n'a pas été long son tournage, c'est certain, mais je veux dire, il t'a développé ce personnage-là. Parce qu'il reste très flou. À chaque fois qu'il est présent, on est ambigu sur ce qu'il dit, là. Ouais. Il est pas clair. Et ben écoute, on va retourner au début, c'est ce qui m'avait gossé en tour du film. Ce film-là, il est très déconcertant. D'abord, la scène de départ, je pense que tu voulais en parler. Ouais, c'est ça, dans le fond. Au départ, l'agent Kay se présente... Excuse-moi, ça c'est la face que tu m'as faite. Elle se présente à la maison où justement qu'il y a Dave Bautista, que Monsieur Bautista, c'est parti d'une vie de culture. Ouais, il s'est éloigné, tout ça. Et dans le fond, il va avoir la première rencontre, parce que lui, en plus, je pense qu'il est plus répertorié, dans mes souvenirs. Ouais, il est comme disparu, parce que ce qui explique, c'est qu'il y a 30 ans de ça, il y a eu un shutdown. Ouais. Et tous les trucs informatiques qu'on plantés ont tous été disparus. Fait que là, ils sont en train de refaire la liste tranquillement pour trouver tout le monde. Puis lui, il doit être désactivé. Ouais. Et dans le fond, c'est ça. Il va y avoir comme une confrontation. Ils vont se battre ensemble. Puis dans le fond, Dave Bautista, la vraie raison pourquoi il s'est éloigné, c'est parce qu'il a eu le droit de voir un miracle. Et justement, un coup que Dave Bautista va s'avoir fait tuer, Kay va en profiter pour justement fouiller puis commencer une enquête. Et il va trouver au tronc d'un arbre un squelette d'un enfant. Et dans le fond, non, d'une mère avec l'enfant, excuse-moi. Ouais. Et dans le fond, là, c'est là qu'il va commencer à se demander si ce squelette-là provient de 2 réplicants qui auraient conçu un enfant ensemble. Et là, c'est là que, dans le fond, c'est vraiment c'est avec ça que le film va rouler et qu'il va créer l'enquête, en fait. Ouais. Et, 2 choses que je voulais mentionner. D'abord, Dave Bautista dans le film, j'ai trouvé écœurant. Il est brutal. Puis la scène de combat avec Ryan Gosling, c'était violent. On sent la brutalité. La brutalité, là. Voilà. Et la mur qui défonce, puis le oh non! Puis la deuxième chose qui me chicotait, il y a une chose qui me chicotait à ce moment-là, c'est que vous savez qu'ils ont vieilli Dave Bautista. Ouais. Puis ça le sent, on le sent quand on le regarde parce qu'il paraît pas son... C'est pas super. Il est encore full cut, mais il est full vieux. Je trouve ça un peu... Mais pour un lutteur, là, je le trouve vraiment bon. Pour vrai. Non, ouais. Je dirais pas qu'il est au même niveau que The Rock là, en termes de lutteur, là, mais... Je le trouve plus profond que The Rock. Parce que The Rock, c'est très The Rock. Mais lui, Dave Bautista, il est capable de faire plusieurs personnages. Je pense que mais je pense qu'il faudrait lui laisser sa chance pour qu'il développe parce que ça il fait des petits rôles secondaires ou qu'il parle pas presque pas comme dans James Bond. Ouais, dans James Bond, il est plus un homme de main là. Ouais, une brute. Ouais. Mais il était cool, non, il était cool, mais je veux dire souvent il fait des rôles comme ça. Je me souviens aussi dans le dernier Riddick, il faisait un des soldats puis il y avait genre 2 répliques puis il était là parce qu'il était badass, parce qu'il était cut puis il y avait tu sais. Mais je trouve qu'il y a des films plus tu sais qui vont sur un CV dans 20 ans là, tu sais The Rock va avoir peut-être 250 films. Mais Dave Bautista va peut-être en avoir fait 30, mais 30 films qui vont marquer la culture populaire. Là, non, c'est ça. C'est un acteur qui se marque très bien. Puis j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit tantôt, le personnage principal qui est Ko ou Joe, si vous préférez, qui joue par Ryan Gosling. Et il porte beaucoup de questions. Le film nous fait porter beaucoup de questions, autant philosophiques. C'est très moral. Là. C'est très moral comme film. Et le personnage, il nous le reflète très bien parce qu'au début, à chaque fois qu'il doit revenir à son bureau, il passe un test pour savoir si c'est normal. Puis au moment qu'il déraille ce test-là, c'est là que tu vois qu'il commence à se poser des questions existentielles. Puis qui cherche comme un nouveau sens à la vie, savoir s'il est humain, s'il y a des émotions, tout ça. Parce qu'il y a des souvenirs. Ouais, il y a des souvenirs, puis ça le perturbe parce qu'il se demande s'ils sont réels ou pas. Et dans le fond, l'univers, comment il est placé, c'est qu'ils ont mis un mur entre les humains et les réplicants en disant que le libre arbitre est aux humains, ce qui est différencié que si on les enlève, si on enlève ce mur-là, il va y avoir une guerre, ça va être le chaos, il va y avoir un massacre. C'est ce qu'ils nous répètent tout le long du film. Pourtant, les réplicants, comme on les voit, c'est plus des victimes que des ennemis potentiels. Car tous les réplicants qu'on voit dans le film, ils sont pas dangereux en soi, à part la secrétaire du directeur, parce qu'elle est violente un peu. Là. Mais dans l'ensemble, c'est une image assez opposée qu'il montre.
Puis il y a aussi le côté contraste des lumières, on en a parlé tantôt. Ça fait des effets assez particuliers. Les effets spéciaux aussi. J'ai mis le travail sur l'hologramme qui suit Ryan Gosling. Ouais. Dès le début, parce que j'aime bien la scène qu'il introduit parce qu'il arrive à son appart, puis j'ose avec elle comme si rien n'était. Puis dans chaque angle de la scène, tu la vois pas. Là, t'es comme, ok, voyons pourquoi ils font exprès. Ouais, pourquoi c'est ça, oh? Puis là, à un moment donné, il se retourne, il est assis, il commence à manger. Puis là, t'as la gamme qui part, puis elle arrive. Puis t'es comme, hein. Ouais, puis parce que en plus tu te demandes est-ce que c'est un répliquant à ce moment-là, Ryan Gosling. Tu te poses vraiment la question parce que là, y a-tu une femme, tu sais c'est quoi, puis finalement c'est un hologramme, tu sais, c'est d'une tristesse. Ah, c'est une tristesse. Puis l'hologramme, il a l'air de. L'hologramme, c'est le côté humain de. Oui, c'est ce qui le maintient, en fait. Puis, à un moment donné, il y a une scène, justement, où que l'hologramme se pose dans Ryan Gosling. Non, dans la prostituée qui va venir coucher chez Ryan Gosling. Puis, ça amenait tellement un décalage Pour vrai, c'est un plan qui est absolument super beau. Ça amène... Il y a vraiment une mise en question c'est sur ce qu'on peut percevoir d'une personne, de ce qu'on peut ressentir d'une personne. Moi, je l'ai vu comme ça, là. Non, j'aimais l'effet que c'était comme le décalage, comme tu dis. Ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus la ville, qu'on voit plus les ruelles. Ouais, on voit pas tant de décor de la ville. On voit un survol à un moment donné. Ouais, parce que le premier Blade Runner, on le voyait plus, mais dans celui-là, c'est vraiment... On va plus checker des zones hors de la ville. C'est correct, là, c'est pas un défaut en soi, mais j'aurais aimé ça en voir plus. Il y a quand même des beaux décors. À un moment donné, il se promène vers la fin du film en ville, puis il voit un hologramme géant de la fille qui était son hologramme. Puis t'as un beau plan sur le quartier, ça me faisait beaucoup penser à Star Wars, les quartiers sombres avec les buildings à perte de vue, à hauteur. Mais ça a-tu l'air déprimant, hein? Ah, c'est très gris, très sombre. Ah oui, c'est lourd. Même il pleut tout le temps. Oui, c'est ça, puis c'est ça que j'allais dire, c'est exactement ça. La pluie... il pleut juste pas quand il est pas dans la ville, là. Ouais. Mais la pluie rend genre ça encore plus lourd. Tu sens que tu peux pas sortir de là en faisant ah, mais ça va être une belle journée. Tu sais déjà que ta journée ça va être de la merde. C'était pas l'émission matinale, alors c'est l'émission matinale avec notre café, puis on jase, il fait beau aujourd'hui, avec un beau soleil. Non. Mais j'ai aimé l'enquête aussi quand il va à la décharge. Donc on va réaliser qu'il y a des enfants qui sont exploités encore. Mais il dit, on peut pas les considérer comme des enfants vu que c'est des réplicants. Il dit, moralement, moi je suis correct avec ça, le gars qui est gère. Là. Ouais. Il dit, c'est pas illégal, ce que je fais, c'est pas des enfants, c'est des réplicants. Ouais. Là, t'as un questionnement moral à savoir si oui ou non c'est bien. Puis, j'aime le fait qu'à un moment donné, j'aime le fait aussi que Kay, c'est vraiment une question en se demandant est-ce que l'enfant, c'est moi? Genre, est-ce que. Parce que plus qu'il avance, plus qu'il y a comme des signes qui montrent que c'est lui. Ben, parce qu'il y a des souvenirs que c'est lui. Ben c'est ça, puis il y a un rêve qu'il fait souvent, c'est qu'il voit il y a un cheval, puis il le cache. Puis parce que ses amis veulent y voler, fait qu'il le cache dans une fournaise, puis il s'est tabassé. Puis à un moment donné, il reconnaît la fournaise, il est comme, hein, c'est ma fournaise, ça. Puis il s'approche, il rouvre la fournaise, puis le cheval, il est là. Ouais. Puis il est comme, tu vois là, ça va, il est comme. Il est comme buggy, comme. Ben, c'est parce que là, il réalise que c'est lui l'enfant. Fait que là, ça vient. Mais là, cette scène-là est percutante. Là, la face de Gosling, il vient juste comme. C'est comme s'il gonflait, là, ça va dire. Là. Mais il passe vraiment du neutre à la tristesse profonde. Genre, puis il y a espoir que finalement. Il est un être humain qui n'est pas un répliquant. Puis ça, je suis comme, c'est une lourdeur, là. Ah, il y a une lourdeur dans ce film-là. Puis je veux dire, le film il est long, puis il prend le temps d'étaler. D'établir. D'établir autant l'histoire que les émotions. Il y a des émotions qui s'étirent comme ça, que tu viens de dire. Il y a un cheminement jusqu'à là, puis quand ça arrive, puis là, ça pète, ça vient de saisir, puis il y a plusieurs événements comme ça. Puis je veux dire, il y a des scènes autant choquantes. On n'avait pas encore parlé, mais la boss de Ryan Gosling, qui est jouée par Roman Wright, elle représente le côté. C'est le premier personnage humain, si on voit dans le film. Puis elle est très froide, puis elle est très. Attachée à Kay. Elle est attachée à Kay, mais en même temps, elle est très froide. Puis quand tu compares les deux, à un moment donné, ils sont comme face à face. Tu te demandes lequel qui est plus humain entre les deux. Oui, c'est vrai. Mais c'est absolument. Puis c'est voulu. Ouais, hein? c'est voulu. C'est absolument voulu, là. Parce qu'elle est devant son bureau, puis elle est en train de l'engueuler, puis comme là, tu t'as pas passé ton test, c'est le coup qui marche pas, regarde, je te laisse une chance, là. Mais quand tu vas revenir, il faut que tu réussisses ton test. Puis elle est comme full sévère, elle dit si tu réussis pas, là, je veux rien pouvoir faire pour toi, fait que là, va-t'en. Là, les deux se regardent, Ryan Gosling qui est comme. Tu vois, dans son regard, il est comme triste, là, il voit que ça marche pas, là. Ben, c'est ça, là, parce que là, il est tourmenté parce qu'il pense qu'il enquête sur lui-même. Ouais.
Puis il dit, en plus, il ment, parce que c'est un côté humain qu'il fait, c'est que quand il dit, t'as-tu réussi à trouver l'enfant, puis tu l'as-tu tué? Puis comme, oui, c'est fait, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, je l'ai tué. Puis il y a comme aucune émotion, il fait comme, ok, parfait. Puis là, il s'en va. Je pense que c'est pour ça que c'est un bon casting. Ryan Gosling, justement, il n'est pas reconnu pour être le plus expressif. Je pense que c'est un bon choix en soi. Non, c'est un bon choix. On peut aller tranquillement vers la fin, avec les scènes où, dans le fond, on introduit Harrison Ford. Ouais. Qui arrive vraiment tard dans le film. Ouais, moi, je m'attendais à le voir plus tôt que ça. Je pense que c'est comme 1h15 plus tard. Là. À peu près, au moins. Facilement. Là. Moi, à un moment donné, j'étais comme, coudonc, il va-tu apparaître à la fin? Comme... Puis je me demande à quel point c'était nécessaire de l'amener. Je pense que c'est pour faire le pont avec le premier, là. Ouais, forcément. Puis la méchante qui va poursuivre Kay tout le long, qui est comme elle se bat comme un ninja quasiment. C'est répliquant boosté, là. Ouais, c'est ça. Que j'ai trouvé vraiment intéressante comme méchante, sans non plus la révolution là, en soi. Mais je l'ai trouvé vraiment cool parce que elle veut tellement que Jared Leto la glorifie en disant à quel point qu'elle est bonne. Puis ça amène justement la scène que j'avance, puis on retournera un peu en arrière après, qui vont être sous la pluie, sur le bord de comme d'une plage, qui est pas une plage, avec l'eau, puis Harrison Ford qui est comme dans le véhicule, puis l'eau qui monte, puis ce bataille-là dans l'eau, c'est... Tu sais, c'est lent. C'est un combat qui est vraiment lent, mais qui est d'une intensité, là. Parce que, en plus, tu remarqueras, la noirceur est de plus en plus présente au fil de cette scène-là, ce qui rend encore plus, genre... Il y a une profondeur qui abasourdi. Non, en fait, j'ai bien aimé. Il y a une ma réplique préférée d'Harrison Ford dans le film, c'est au début, une des premières répliques qu'il dit. Parce que Ryan Gosling, il arrive dans son loft. Ouais, Puis, c'est un loft, je pense. Puis il le regarde, puis il dit. Là, il le regarde, puis il jase, puis il regarde le chien, il dit, c'est un vrai. Puis il dit, c'est pas moi, faut que tu le demandes, c'est à lui. Oui. J'ai aimé cette réplique-là parce que c'est pour montrer à quel point qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas. Là. Ben, c'est parce que Records, dans le premier Blade Runner, on sait pas si c'était répliquant ou pas. Fait que dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait jamais si Harrison Ford l'est. Puis, bon, ok, Ridley Scott a dit lui-même que c'était un répliquant, mais le film Denis Villeneuve a décidé dans la suite de laisser la question floue, puis de pas répondre à cette question-là, parce que c'est une question qui n'a pas besoin d'être répondue. Parce que, tu sais, il y a des films, des fois, par exemple, tu vas écouter, je sais pas, Fight Club, puis la fin, tu vas dire, est-ce que tout était dans sa tête? Est-ce que c'était vraiment vrai? Tu sais, fait que ça amène vraiment des scènes, c'est vraiment une bonne idée au niveau du scénario de faire ça comme ça, parce que comme c'est un film qui va, même après des années, on va encore réfléchir en se disant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Puis je suis content que Denis Villeneuve ait respecté ça. Je suis très d'accord. Puis c'est. Comme je dis, j'ai pas vu le premier, mais je sens ici qu'il y avait comme un désir de poursuivre le. C'est aussi lent, hein, c'est en passant, là. Je serais pas surpris, mais j'ai senti qu'il y avait un désir de bien représenter l'œuvre originale sans trop la dénaturer. Et autant les deux le chien que le personnage, ça représentait bien cette ambiance-là. Puis j'ai senti qu'il venait d'une autre époque, ces deux personnages-là. Autant que l'acteur il est vieux, mais tu le sentais quand tu voyais que c'était comme, ok, c'était un lien pour nous faire comprendre ce qui s'est passé avant. Puis même le début du film en disant qu'il y avait un shutdown, tout ça, j'ai compris que c'est les événements du premier film. Puis qu'il y avait un événement qui est vraiment important qui s'est passé, qui a tout changé, l'univers de Blade Runner à la fin du premier film. Puis c'est-tu beau les décors quand il va justement dans la place de Harrison Ford avec le désert. La ville désertique, là. Ouais, qui a l'air d'un Las Vegas qui a comme pogné vraiment le sable, là. Ça, je trouve ça. C'est comme tout rangé, c'est super beau. Non, c'est super beau comme décor. Il y a une scène que j'ai trouvée particulière, c'est quand ils se battent dans l'appart, ça, le premier combat, puis ils essaient de s'enfuir parce qu'ils réalisent qu'il a attiré les policiers à venir. Puis à un moment donné, je ne sais plus contre qui il se bat, Ryan Gosling, mais il défonce un mur. Parce que le gars, il ferme la porte, puis il s'enfuit, puis il fait juste défoncer le mur, puis continue à avancer. Ouais, parce que c'est comme full naturel, c'est comme full fluide, il fait juste défoncer le mur, puis il continue. Ça me rappelle des scènes à la Terminator, genre de personnages qui n'hésitent pas à foncer parce qu'il est pas humain, avec il a pas peur de se blesser. Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, le fait que lui, il amène un gadget qui peut amener la fille hologramme un peu partout. Puis qu'au premier moment, il fait je suis pas sûr que c'était une bonne idée de l'amener. Puis finalement, qu'elle se fait détruire sous ses yeux. Lui, dans le fond, il venait comme perdre l'amour de sa vie. Ouais, littéralement. En plus, c'est le côté humain de lui, c'est ça qui le rendait humain, dans le sens que elle avait comme des émotions. Elle dit je t'aime, tout ça, puis lui, il était comme. Tu sais, t'es pas obligé de dire ça. Mais l'hologramme, elle était comme on dirait que cet hologramme-là avait vraiment une personnalité, puis qu'elle pensait réellement. Ouais. C'est qui fait encore plus mal à Kay là-dedans, là.
Donc, c'est... Puis j'ai le moment que Kay, justement, va apprendre que c'est pas lui l'enfant. Oh mon Dieu! J'avais tellement de peine pour Kay, là. Il est tellement à l'envers. Il part à brailler automatiquement. Ben, moi, j'ai resté sceptique dans le sens qu'il y a un flou parce que quand il fait son enquête, à un moment donné, il dit il y a deux, l'enfant, il y a deux personnes avec la même ADN, une femme puis un homme. Puis les deux sont morts selon les fichiers. Puis c'est impossible qu'il y ait deux personnes de la même ADN. Puis j'ai comme bugué ce côté-là, savoir si finalement il y avait eu deux enfants au lieu d'un. Non, il y en a eu avec un, en fait, c'est parce qu'ils ont brouillé les pistes pour pas que la fille elle se fasse retrouver parce que c'est la fille à Descartes. Puis justement qui est dans un genre de dôme, là. Ouais, parce qu'elle a une maladie qui fait qu'elle a aucune existence immunitaire, là. Ouais, c'est système immunitaire, tu sais. Ouais. Ok. Bref. Ben, c'est ça qu'elle dit au début du film, là. Ouais, non, c'est ça, je te contredis pas du tout. Puis la scène justement avec Jared Leto, avec comme le divan, avec tout l'eau autour, là, c'est un peu bizarre, là, ça, mais... Son bureau est assez particulier. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est... Hein, Puis il n'y a pas de lumière, c'est comme full tamisé. Ouais, ben justement, puis il y a comme la femme dans le premier Blade Runner qui revient en hologramme. En robot. Puis, wow, man, ils l'ont vraiment bien fait, là, genre... Ouais, je me demandais si c'était la même actrice. Oui, je me suis demandé, ça a l'air que non, ça a l'air que c'est fait par ordinateur, mais c'est d'un réalisme, là, c'est... Ben, ouais, j'étais... Aïe, aïe. J'étais sur le cul. Ouais, puis Harrison Ford fait comme, c'est pas elle avait les yeux verts, puis il se retourne, puis il fait comme fuck off. Puis il descend, t'es comme... Full choquant. Ouais. Mais j'ai aimé la fin où que, dans le fond, on apprend que c'est la fille. C'est elle qui s'occupe de créer les rêves. Fait que j'ai trouvé ça une ironie en soi que c'est un répliquant qui crée les rêves. Ouais. Ouais, puis t'as-tu compris la scène des escaliers à la fin, Grant Gustin? Qui est assis dans les escaliers, puis... Ouais. Est-ce qu'il meurt ou il meurt pas? J'ai pas l'impression qu'il meurt. Ça sous-entend qu'il peut mourir. Ah ouais? Ouais, d'où la raison qu'il y a de la neige qui tombe dessus. C'est une métaphore. Puis, ouais, moi, est-ce que t'as autre chose à dire? Écoute, je pense qu'on est rendu à la note. Ouais. Fait que tu l'as j'ai en premier. Je me suis posé plusieurs questions depuis hier à savoir quelle note j'avais donné à ce film-là. C'est des choses qui m'ont chicoté, puis c'est pas un film évident à écouter, c'est pas pour tout le monde. Non, je t'avais averti, là. Non, c'est ça, puis j'aurais dû écouter en étant plus focus aussi. Puis j'aurais voulu voir le premier en premier pour faire plus de liens encore, mais j'ai compris les liens à faire. Ben, j'espère que ça va te donner envie d'écouter le Oui, premier. non, j'ai envie d'écouter le premier. Moi, je vais y donner... je donne un 4 sur 5 à ce film-là. Okay. Autant qu'il y a quelques choses m'ont chicoté, autant que ce film-là, c'est des marques en soi, puis il est incroyable. Pas juste pour le côté histoire, mais la musique, le côté artistique, mais aussi le questionnement qu'apporte ce film-là. C'est un film que tu en sors en te posant des questions, puis ça te fait réfléchir. C'est pas un film mettons, à la sacrifier, où t'as une gang de gars qui tirent partout, puis des explosions, puis à la fin, t'es comme... j'ai été nourri, j'ai eu ma dose, là, c'est bon, c'est correct. J'ai la tête vide. Dans ce cas-ci, non, tu as la tête pleine, tu te poses plein de questions, puis tu te remets en doute. Puis à un certain point, je me suis senti down. Parce que j'ai fini le film, puis j'étais comme, hey, je me sens down. J'étais comme, c'est lourd comme film. C'est très lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. Je suis sorti du cinéma un peu comme, wow. Ça m'a pris le temps je voulais écouter quelque chose d'autre avant de m'en venir, j'ai pas eu le temps, je voulais comme désamorcer ça, mais finalement j'ai pas pu. Mais écoute, c'est un film incroyable en soi, dans tous les aspects. À part le personnage d'Jared Leto, c'est le plus ambigu, je trouve, du film. Il aurait pu être retravaillé d'une autre manière, je pense que ça aurait été bien, ou plus développé. Il a offert quelques scènes de plus. Oui, je sais que le film dure 2h43, je peux comprendre, mais ça peut être retravaillé pour qu'il y ait un peu plus d'espace pour lui, pour qu'on le comprenne mieux. Parce que ses intentions sont nébuleuses. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il voulait le garder comme de côté pour l'utiliser plus dans le prochain film s'il voulait en faire une suite. Donc à part ça, le reste, c'est incroyable. Toi? Ben moi, c'est un film que je continue à dire, c'est un chef-d'œuvre. Je le défends bec et ongle. Je considère que c'est une œuvre importante. Je trouve que c'est un film j'espère qu'il va vraiment marquer les années. Autant des acteurs qu'au niveau de son scénario, qu'au niveau de l'aspect. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait là-dessus. Puis on avait tout pour nous décevoir, puis finalement, il déçoit pas. À moins de pas vouloir comprendre qu'est-ce que c'est, ce film-là. Voyons, excuse-moi. Et c'est un film de tout mon cœur, puis je considère dire que c'est le meilleur film que j'ai vu en 2010 et 2018. Rien de moins. Puis il y en a eu des bons films dans ces 8 années-là. Là. Ouais. Puis pour moi, c'est un film qui est absolument touchant, très difficile à regarder. Et je trouve que c'est un œuvre qui est très, très, très... Autant j'ai l'impression qu'il est personnel au niveau de Denis Villeneuve, parce que Denis Villeneuve s'est jamais caché. Quand il a su qu'il y avait un Blade Runner 2 qui s'en venait, par Ridley Scott,
il disait je veux pas que ce film-là sorte tant que c'est pas moi qui le fais. Il a vraiment dit ça en entrevue. Puis Je suis curieux d'entendre ta note, là. ouais, puis écoute, c'est une première en pratiquement 2 ans. Fait quoi, 2 ans que on fait le podcast au mois d'octobre, ça va faire 2 ans. Je donne un 5 sur 5. Incroyable. Je donne jamais ça. Ça risque de pas arriver avant un autre méchant bout. Mais depuis que c'est la première fois que je donne un 5 sur 5. Puis les défauts, oui, Jared Leto, il est lourd. Oui, il y a des petits raccourcis. Puis à un moment donné, il y a une scène où justement ils font on veut être une révolution. Ok, là, c'était pas nécessaire au niveau de ça. Mais non, je tiens mon point. Incroyable, vous l'avez entendu, 5 sur 5. Incroyable, incroyable. Voilà. Ma note était définie depuis l'an passé. Je vois ça. Écoute, c'est déjà tout. Vous pouvez nous suivre, moi, Mathieu Prévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Saillon sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma. Vous pouvez nous suivre aussi au 109 CHI les samedis 20h. Et je pense que j'ai tout nommé. Ouais. Donc voilà. Et écoutez, restez À l'affût. Puis à l'affût. et on parle de Transformers 5, on peut le dire d'avance. C'est Oui, décidé. la semaine prochaine, c'est à mon tour d'avoir choisi un film qui me titillait depuis un certain Parce temps. qu'après ça, on sait qu'on embarque dans Deadpool puis en solo. Fait Voilà, donc ça va se dérouler rapidement. Donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Ah yeah!